I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de bime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? Ta mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 16e épisode de la saison 8 de The Cinema Show, votre rendez-vous hebdomadaire cinéphile, tous les mercredis en direct sur Twitch ainsi qu'en rediffusion sur YouTube, Deezer et Spotify. Avant de commencer l'émission, je fais une petite dédicace à tous les membres de mon service civique chez Unicité et plus particulièrement à Hakim et Mélina qui me l'ont demandé, c'est mes collègues du lundi. Alors après avoir clôturé l'année 2025 la semaine dernière en faisant notre émission Top et Flop, nous reprenons les émissions plus traditionnelles pour débuter 2026 et j'ai avec moi ce soir une équipe fin prête pour bien démarrer la nouvelle année. Et quand je dis équipe fin prête, je parle évidemment de Naomi, Jules, Inès et Costa autour de cette table, ainsi que de Yanis à la régie et Simon au son. Et en parlant de nouvelle année, question simple et très attendue, c'est quoi votre ou vos bonnes résolutions pour 2026, Naomi? Mais prendre de cours comme ça, c'est terrible. Ah, je sais, je prenais déjà de cours la dernière fois. Ouais. Non, mes bonnes résolutions, c'est de continuer à courir. Voilà. Courir, faire du sport, du coup. Oui. Ok. Jules? Voir le plus de bons films possible. C'est une très bonne résolution. T'entends quoi par bon film, genre Taxi, par exemple? Certainement pas. D'accord, ok. Je vais pas refaire l'erreur que j'ai déjà faite. Même pas le 2 Non. Bon, tant pis. Inès? Être plus créative. J'arrive plus à parler, c'est fou. Super. Déjà, je pense que ma résolution, ce serait apprendre à parler. Déjà. Mais premièrement, être plus créative. Voilà, pour passer en M2, Créadoc, please. Je veux passer. Il y a besoin du master. Il y a besoin du master, sinon il n'y a plus de bourse. Costa? Justement, en fait, là, on a une team ici. Moi aussi, j'aimerais apprendre à plus parler, à arrêter de bégayer. Donc, voilà, petite team de losers ici. On se soutient. Ouais. Petite team de dyslexiques. Je t'adore, mec, je t'adore. Ah, carrément. Alors, pour ma part, ma bonne résolution pour 2026, c'est être plus drôle. Je pense que tout le monde autour de cette table, ainsi qu'en régie, valide le fait que je suis excellemment hilarant. Mais j'ai décidé de l'être encore plus cette année, et parce qu'on a besoin de divertissement dans ce monde de fou. Moi, j'en ai une pour toi, c'est arrêter de parler de taxi. Franchement, je pense que ça peut être un truc vraiment... Alors, c'est une résolution que je n'ai pas tenue à partir de minuit 1. Voilà. Au moins, c'est dit. Pas étonnant. Donc, du coup, en parlant d'être drôle, justement, vous savez, c'est quoi la différence entre un pull-over et une moule? C'est parce que le pull-over, je t'en supplie, arrête. Bon, alors, ce soir, 3 films au programme dans notre partie débat. Nous avons Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch. Nous avons Les Échos du passé de Masha Chilinski. Et nous avons Ma Frère de Lise Akoka et Roman Guéret. Nous aurons aussi les tops de chaque chroniqueur et de l'ensemble de l'équipe TCS. Puis une carte blanche où nous poserons la question de savoir s'il est judicieux de considérer le film à sketch comme un long métrage à part entière. Nous aurons également le quiz écrit et présenté ce soir par Costa, ainsi que les recommandations de la semaine. Mais d'abord, place aux news présentées ce soir par Naomi. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. On commence le mercato de la semaine qui nous emporte tout droit à Gotham City. Alors que nous attendons tous impatiemment le deuxième volet du Batman de Matt Reeves, de nouvelles têtes continuent de s'ajouter au casting. Nous retrouverons évidemment Robert Pattinson qui revêtira le masque du Chevalier Noir une seconde fois, ainsi que Barry Keoghan dans le rôle du Joker. Mais après nous avoir offert Paul Dano en Sphinx, c'est Sebastian Stan qui rejoint le grand des méchants dans le rôle de Harvey Dent, ou plutôt Double Face. Si c'est son rôle du soldat de l'hiver au MCU qui l'a élevé au rang de star, c'est bien en adoptant les traits du jeune Donald Trump dans The Apprentice d'Ali Abbasi qu'il a révélé son immense talent d'acteur et a fait ses preuves. Alors Sebastian Stan en Double Face apparaît comme une évidence, et peut-être que ça lui fera du bien d'être dans un film de super-héros avec un scénario potable. The Batman 2 est prévu pour 2027 et nous serons tous dans nos sièges de spectateurs à la minute où il sort en salle.
Quittons l'univers sombre de Gotham pour rejoindre celui fait de paillettes, de joie et de dérapages politiques mal contrôlés. Disney a annoncé le casting de l'adaptation en live-action de Réponse. On retrouvera Tygon Croft dans le rôle de Réponse. Âgée de 21 ans seulement, vous la connaissez peut-être pour son interprétation de Raven dans la série DC Titans ou pour son rôle dans Osiris, la 9e planète. Flynn Rider sera interprété par Milo Manheim, qui sort tout droit de la fabrique acteur Disney, n'ayant joué principalement que dans des films du studio tels que Zombie, Zombie 2, Zombie 3 ou encore Zombie 4, L'aube des vampires. Mais la news qui fait vraiment plaisir, c'est l'ajout à la liste de Catherine Hahn, qui jouera la mère Gothel. Elle a su marquer les esprits pour son rôle dans la série Agatha All Along, WandaVision, dans le film Glass Onion et plus récemment pour son interprétation de la directrice artistique sous cocaïne dans The Studio. La réalisation sera de son côté assurée par Michael Gracie. Son amour pour la musique et les comédies musicales n'est plus approuvé après les succès qu'ont été Better Man, Pink et The Greatest Showman. Bon, casting, qu'en est-il des nouveaux projets ? On veut de la fraîcheur, de la nouveauté, oserais-je même dire du renouveau ? Et c'est pour cela que Brian De Palma a annoncé son grand retour au cinéma avec Sweet Vengeance, son nouveau long métrage qui sera tourné cet été au Portugal. Rappelons que De Palma n'est plus tout jeune, 85 printemps à son actif, mais clairement la passion du cinéma ne connaît pas de fin. Il projette de raconter une histoire inspirée par 2 vrais meurtres, adoptant les coutures des documentaires criminels True Crime, dont De Palma affirme s'être épris. Espérons que Sweet Vengeance connaîtra un sort bien plus favorable que Passion et Domino, ces 2 derniers bids. Brian De Palma will be back. Des réactions sur ce mercato ? C'est pas honteux de faire des bids, voilà. Non, mais disons qu'il les a vraiment cumulés ces dernières années. C'est compliqué pour lui. Domino est même pas sorti en salle, ils l'ont directement sorti en Blu-ray. Mais c'est vrai que moi, j'avais même pas entendu parler des derniers De Palma. Ouais. Là, pour le coup, pour moi, il était pas là depuis très longtemps. Et je suis allé voir, quand j'ai entendu parler de ce nouveau film, ce qui était sorti dernièrement. Et en fait, il en a sorti plusieurs ces dernières années. Et j'en ai jamais entendu parler, quoi. Donc, je suis quand même curieux de voir. Et s'il sort au cinéma, ce sera un plaisir Alors moi, de voir un nouveau film de lui. J'ai pas vu le premier, mais par contre, j'ai très hâte de voir Batman 2 s'il y a évidemment Sebastian Stan. Parce que, évidemment, que Sebastian Stan aurait dû avoir l'Oscar du meilleur acteur, n'est-ce pas ? Parce que son rôle dans The Apprentice est juste monumental. Pareil pour Jeremy Strong d'ailleurs. Mais du coup, hâte de voir ce que ça donnera Batman 2. Ouais, moi je suis très curieuse de voir ce qu'il va pouvoir délivrer comme performance. Il y a Paul Dano aussi, c'est pour ça. Non, mais je suis pas sûre qu'il soit dans le... Il est pas dans le... en 2? fait, il est dans le 1, mais je suis vraiment pas sûre qu'il va apparaître dans le 2. Ah. J'ai vraiment un doute pour Moi, je pense qu'il y a quelques images de lui, quoi. Oui. Ouais. Au moins, dans tous les cas, on aura Pattinson, et ça, c'est... Exactement, et ça c'est le plus important. Évidemment. Et pour ce qui est du réponse en live action... Ils osent plus, hein. Enfin... En plus, ça me tue de rire, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils se disent « Ok, les live action, ça marche pas, on arrête. » Et sauf qu'en fait, les gens vont quand même le voir, donc ils continuent d'en faire. Ce qui est bien, c'est que bientôt, il y en aura plus. Enfin, ils vont arriver à la fin des... Il y en aura toujours. Non, parce que t'inquiète pas qu'après il y a encore Ariel, il y a encore la petite sirène 1, 2, machin. Le Roi Lion 1, 2, 3. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ils vont tellement faire de live action qu'ils vont commencer à faire des versions animées des live action? Non, mais enfin, à un moment donné, faut commencer à arrêter. On l'a pas fait bider. On l'a pas fait bider. Vous êtes censé me faire bider aujourd'hui. Pardon. Oh, arrêtez de rire, s'il vous plaît. Lego. On enchaîne ces news avec des résultats qui nous viennent tout droit de la côte ouest. Alors, c'est marqué STP, Maxime fait le signe de gang de la côte ouest, c'est comme ça? Mais non. Il avait un boulot. Bon, bref, enfilez votre beau costume et agitez vos sequins puisque nous partons à Los Angeles où s'est déroulée dans la nuit du 11 au 12 la cérémonie des Golden Globes. Tous les grands noms et les visages qui vous ont marqué y étaient. DiCaprio, Chalamet, Jennifer Lawrence, Maxime Valette. Ah non, pardon. Lui, là, il n'y était pas. J'ai confondu avec le salon de l'agriculture. Yes, merci. Allez. Dénigrement des paysans, on adore. Enfin bref, vous n'avez pas suivi les résultats, pas de panique, je suis là pour vous servir. Et c'est un raz de marée pour une bataille après l'autre qui rafle 4 Golden Globes pour 9 nominations. Meilleur film comédie, meilleur scénario, meilleur réalisateur et meilleur second rôle féminin attribué à Teyana Taylor pour son interprétation de Perfidia Beverly Hills. Mais pas de Golden Globes pour DiCaprio qui voit le prix du meilleur acteur dans une comédie lui glisser sous le nez et être récupéré par Timothée Chalamet pour son rôle dans Marty Suprême, sortie prévue le 18 février en France. Côté féminin, c'est Rose Byrne qui remporte le prix pour If I Had Legs, I Would Kick You.
Le prix du meilleur drame est attribué à Hamnet de Chloé Zhao, dont la sortie française est prévue pour le 21 janvier. Le prix de la meilleure actrice dans un drame est décerné à Jessie Buckley pour son rôle, toujours dans Hamnet. Et le prix du meilleur acteur dans un drame à Wagner Moura pour son rôle dans L'Agent secret. Et en parlant de L'Agent secret, c'est lui qui a gagné le prix du meilleur film en langue étrangère devant Un simple accident et Sirat à ma grande déception. Quelle indignité. Côté série, c'est The Studio de Seth Rogen et Adolescence de Jack Thorne et Stephen Graham qui ressortent grands vainqueurs de la cérémonie. The Studio remporte le prix de la meilleure série comique, Adolescence celui du meilleur film, mini-série ou anthologie. Et le prix de la meilleure série dramatique est attribué à The Pitt de Noah Wyle et tous remportent également le prix du meilleur acteur dans leur catégorie. Qu'en pensez-vous de ces résultats ? Moi, je trouve ça fou quand même. Il a niqué le game, Seth Rogen, en faisant un épisode sur les Golden Globes et en gagnant un prix. Ouais. C'est franchement très très fort. Il en a gagné 2. Enfin, du coup, il a eu le prix pour la meilleure série de comique et le prix pour le meilleur acteur en série comique. Enfin, c'est trop le fort. mec, il est trop fort. Après, c'était vraiment très très drôle ce studio. Et par contre, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment on peut faire un prix sur les comédies musicales ou comédie, c'est un mystère. Je comprends pas pourquoi. Elles sont bizarres, les catégories sont bizarres au Golden Globe, je trouve. En plus de ça, disons que, en tout cas, vraiment pour les séries, la concurrence n'était pas folle, dans le sens où la série la plus drôle, c'était vraiment The Studio, quoi. C'est vrai. Donc les autres à côté, il y avait quand même The Bear. On va peut-être pas dire que The Bear c'est drôle. Non, je pense pas. Voilà. Et on va certainement pas dire que Adolescence est drôle aussi. Non, mais Adolescence, c'était pas dans la série comédie. Ça veut tout dire, justement. Ça veut tout dire. Mini-série. Hein. Mais par contre, moi, je me pose beaucoup de questions sur... parce que les Golden Globes en disent généralement beaucoup sur les Oscars. Est-ce que Chalamet va remporter l'Oscar du meilleur acteur ? Non. Parce que Marty... Pas un fan de Saint-Étienne. Parce que Marty Suprême, j'avoue... Alors, il n'est pas encore arrivé en France, mais le fait qu'il soit bien noté, qui commence à gagner des trucs partout, je suis en train de me demander si c'est vraiment bien ou pas, sachant que moi je vous avoue qu'un biopic sur un pongiste un peu osef. Ah non, j'ai trop hâte de voir Marty Supreme. Pour le coup, c'est l'un des deux frères Safdie et franchement tous leurs films c'est toujours bon. Ouais, c'est toujours quali évidemment. Même l'autre frère qui avait fait Smashing Machine, qui est un peu moins bon, il reste assez bon, donc en soi. Mais c'était très bon. Reste à voir du coup si aux Oscars ce sera peut-être plus DiCaprio qui sera avantageux ou pas. Mais oh là non, il gagne jamais DiCaprio. La seule fois où il a gagné un Oscar, c'était vraiment pour The Revenant où il parle pas. C'est vrai qu'en plus la seule fois où il a gagné un Oscar, on lui a vraiment dit allez prends-le, t'en as jamais eu, vas-y tiens, c'est cadeau. Non, DiCaprio n'aura pas l'Oscar. Ouais, bon, et donc c'est le chouchou Timothée Chalamet. Donc. Voilà. Mais par contre. Il est peut-être un peu jeune. Hein. Moi, je pense pas qu'il aura son Oscar. Je pense que tous les votants disent non, mais c'est sûr, ils l'auront et du coup, ils vont voter pour une autre personne. Et au final, ça sera pas lui. J'espère que Valeur Sentimentale gagnera des putains de prix aux Oscars. Déjà, cette année, ce sera peut-être un petit peu mieux parce qu'au moins, ils auront regardé les films. Parce que, c'est vrai. Coup, voilà, depuis cette année, ils sont obligés de voir tous les films en compétition. Donc, ce sera pas trop mal. Mais je pense sérieusement que c'est pour ça que, honnêtement, Hamnet, je pense qu'il y a eu quand même une campagne de promotion assez faible. Et je pense que c'est grâce à ça que Hamnet maintenant se retrouve aussi bien noté, il aussi a bien un récompensé. casting aussi quand même. Oui, mais je trouve qu'il a pas trop parlé en termes par rapport aux autres films, tu vois. Donc je suis étonné qu'il soit autant récompensé. Et puis tellement dégoûté, surtout pour Sirat. J'espère sincèrement que Sirat aura l'Oscar du meilleur film étranger. L'Agent secret mérite largement. L'Agent secret, ok. La Palme d'Or et la Palme d'Or en plus c'est le participant pour la France, mais franchement osef parce que Sirat quand même. Mais à mon avis Sirat pourrait avoir l'Oscar et peut-être qu'ils ont donné le Golden Globes à l'Agent secret parce qu'il aurait peut-être pas eu le. C'est beau. On a de l'espoir, mais l'espoir fait vivre. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. L'espoir fait vivre. Et on termine ces news avec du nouveau dans le drama Echo qui secoue Hollywood. Alors terminons ces news avec un nouvel épisode de la saga, mais qui va donc racheter Warner Bros Discovery, volet 3, chapitre 6, sous-chapitre 8, alinéa 13, puisqu'attention mes rebondissements, Paramount Skydance saisit la justice contre Warner Bros. La tension monte dans la villa, Secret Story n'a qu'à bien se tenir. La Paramount accuse Warner Bros de ne pas diffuser toutes les informations utiles à ses actionnaires dans le but de les encourager à soutenir l'offre de Netflix. Un serré bruitage de choc et de trahison. Rappelons que l'offre de la Paramount propose de prendre le contrôle de la totalité du groupe Warner, valorisant l'ensemble à 108 milliards dettes comprises, alors que Netflix prévoit d'acquérir qu'une partie des actifs, laissant de côté les chaînes de télé, donc CNN et Discovery, ce qui permettrait à la Warner de les introduire en bourse séparément, et ce pour 82,7 milliards avec endettement.
Quelle est donc l'explication derrière cette manigance Warner Brosienne ? Quelle est la stratégie ? Nous envoyons de ce pas nos meilleurs analystes et experts pour enquêter sur le terrain suite au prochain épisode. Un petit commentaire sur le nouvel opus de la saga. Très énervant, un peu plus de ça. Est-ce que c'est étonnant ? Ça va prendre 10 ans, quoi. Ouais, voilà. C'est pas vraiment étonnant. Ça va prendre 10 ans, ça va foutre un bordel monstre et pas possible. Moi, en fait, le problème, c'est surtout que va y avoir ce truc de la loi anti-monopole qui va tomber dessus. Je suis pas d'accord, parce que c'est juste un changement de domination à Hollywood, mais en soi, les studios, ils dominaient déjà, et là, c'est juste d'autres studios qui prennent le dessus. Pour moi, il n'y a pas des trusts qui commencent à se construire, là. C'est trop tôt pour parler de trust, je trouve. C'est trop tôt pour parler de trust, mais ça fera quand même un énorme groupe, ça représentera tellement de monde. Disney a déjà racheté la Fox, Amazon a déjà racheté la MGM, donc en soi, Netflix, c'est pas les premiers à se placer sur Hollywood, même si c'est là, bien sûr, c'est quand même un studio encore plus gros, mais c'est pas la première fois que les géants d'Internet viennent à Hollywood. En dehors de ça, on en avait déjà évoqué aussi un petit peu quand on avait fait des cartes blanches et tout, mais il y a aussi un gros enjeu politique, parce qu'on a notamment les influences du gouvernement de Donald Trump qui veut essayer de racheter la Paramount. Le gars orange. Voilà, mais surtout le gars orange. Alors ce n'est pas moi le gars orange, mais vraiment. Je t'en supplie. Il y a vraiment l'ingérence de l'extrême droite américaine qui essaye à tout prix de rendre le cinéma encore plus conservateur, donc c'est chaud cette affaire. Alors moi j'avoue, je suis un peu en dehors de ça, je comprends pas forcément tout, c'est un peu galère. Mais moi aussi, ça peut te rassurer. C'est toute la politique de Trump, c'est d'envahir d'idées et que justement en fait t'as même plus le temps. T'as même plus envie vraiment de savoir ce qui se passe pour laisser réfléchir quoi. Voilà, c'est ça. Oui, non, laissez-le couler quoi. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup Naomi pour ces news de qualité et pas ces news, parce que sinon ça aurait pas été de qualité. Voilà, merci. Les films de la semaine. On entame notre partie débat avec le film ayant remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise l'année dernière. Il s'agit de Father, Mother, Sister, Brother, réalisé par Jim Jarmusch. Alors, est-ce que ce nouveau film de celui qui a réalisé entre autres Dead Man, Only Lovers Left Alive ou alors encore Patterson a su convaincre nos chroniqueurs? Réponse après la bande-annonce. What do you say we toast our tea to family relations? Oh. It's wonderful to see you both. Very happy to see them on the one hand, but I just have to keep them from stirring things up. You've always been my favorite son. Well, your only son. As far as we know. You're dead. Shall I be mother? You might as well start sometime. May I ask if you still take anything? No, I don't. No heroin, no cocaine, no uppers, no downers, no goofballs, nothing. No, Daddy, I just... We seem to be accidentally color coordinated. How embarrassing. Daddy, how's your health in general? Any recent episodes? You know, like at Mom's funeral? Aren't you glad we had such unconventional parents? Yeah, I mean, who wants to be a square and live a conventional life? It's like they say, you can choose your friends and your lovers, but you can't choose your family. Good to see you, son. Mom looks good. She doesn't look old, does she? The world is really fragile, I think. Anything could happen. It's all so random. Can you toast with tea, though? Really?
Oh waouh. On va Merci. se taper. Ouais. Alors, élaboré sous forme de triptyque, des frères et sœurs séparés se retrouvent après des années d'éloignement, forcés de faire face à des tensions non résolues et de réévaluer leurs relations tendues avec leurs parents émotionnellement distants. On retrouve au casting Mayim Bialik, Adam Driver, Tom Waits, Cate Blanchett, Vicky Krieps ou bien encore Charlotte Rampling. On commence les débats avec Jules. Qu'est-ce que tu as pensé de Father, Mother, Sister, Brother ? J'ai pensé que c'était indigeste et que, et que le jury de Venise, en plus d'avoir de très mauvais goût pour inviter toujours les personnes les plus problématiques du monde du cinéma, devrait s'acheter des lunettes, quoi. Parce que donner le Lion d'Or à ça, c'est assez catastrophique. Ne serait-ce que pour l'aspect technique du film, qui est absolument catastrophique. Je pense, juste parler des séquences en voiture qui font facile, mais c'est immonde. Ça a beau être fait exprès, ça a beau être un choix, c'est juste moche et vraiment désagréable à voir tout le long du film. Et pourtant, c'est plus d'un quart du film où ils sont dans leur voiture. Donc moi, j'ai trouvé ça hyper désagréable à voir. L'autre truc aussi indigeste, je trouve, c'était comment ces histoires se succèdent, voilà. Parce que, il y a des films qui réussissent à, ces films à sketch où on réussit quand même à avoir quelque chose de cohérent entre les histoires, mais là, il y a le thème et on va pas plus loin, je trouve, et en fait, c'est indigeste la manière dont on passe d'une histoire à une autre. Il y a pendant 1 minute, une sorte d'écran vert, j'ai vraiment pas trouvé ça agréable et intéressant. Et même les histoires en soi, le rythme, des fois c'est un petit peu joli, mais ça, franchement pour moi ça s'arrête à là. À part la dernière histoire à la limite, avec quelque chose d'assez sympa, mais sinon moi je suis vraiment passé à côté de Jarmusch, ce qui m'a vraiment embêté parce que j'adore Jim Jarmusch. Mais ces derniers films, je trouve qu'il perd un peu de la vitesse. Il commence à vieillir aussi. Hein. On les connaît, ces réalisateurs qui vieillissent. Mais Jarmusch, surtout que c'est pas son premier essai dans les films à sketch, donc vraiment déçu pour le coup. Il y a Luca Bernardini, notre cher Luca Bernardini dans le chat qui dit je vais pas écouter, vous allez dire du mal de Jim Jarmusch et j'accepte pas. Et à partir du moment où t'as prononcé un seul mot, il a dit voilà, je coupe le live. Non, moi j'adore Jim Jarmusch, c'est ça qui me brise le cœur. Est-ce que Costa était plus convaincu par ce Jim Jarmusch ? Pour moi, son vrai problème, c'est justement qu'il a gagné le Lion d'Or parce qu'en fait, en soi, s'il n'avait pas cette récompense, je serais allé avec beaucoup moins d'attentes. Et c'est justement ça qui m'a le plus déçu, c'est qu'en fait, en soi, moi, je trouve que c'est un bon film qui maîtrise bien son sujet. Je trouve que moi, ce qui m'a le plus plu dans ce film, c'est ce leitmotiv je trouve que c'est un film de vibe où il y a plein de scènes qui se répètent, par exemple, entre les interludes avec ces couleurs qui flashent comme ça, aussi les skateurs qui arrivent en ralenti. Enfin, en fait, toutes ces scènes un peu créent un sentiment étrange dans le film. Même aussi la voiture crée aussi ce sentiment étrange. Oui, il y en a beaucoup, l'oncle, oui, exact. l'eau. Et justement, en fait, tout ça m'a fait que du coup, j'ai à la fois pas aimé le film et en même temps, en vrai, j'ai envie de le revoir dans le sens où je trouve qu'il dépeint aussi très bien la réalité des réunions familiales. Même par exemple, quand je pense à la scène de Cate Blanchett qui sort juste pour se voir devant le miroir. Enfin, je trouve que c'est vraiment, c'est limite très documentaire, mais justement, en fait, je trouve que ça manque de comment on appelle ça, de novation, non, c'est pas, comment on dit, d'idées, quoi. Ouais. En fait, je trouve que juste, ça va pas assez loin dans son sujet, et c'est ça, en fait, c'est que c'est un film qui se satisfait, en fait, à lui-même, et c'est ça qui m'a le plus, au final, c'est vrai que dérangé. Dans le fond, il est intéressant, quand même. Oui, carrément. Là-dessus, je suis d'accord, pour le coup, moi, c'est vraiment comment il a filmé le truc, quoi. Je trouve ça atroce. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. En fait, je trouve que dans la manière dont il a filmé le truc, alors c'est peut-être parfois c'est un peu maladroit, mais pour moi, justement, il assume complètement ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il est en train de faire un film sur le défaut, mais complètement sur le défaut, sur l'ennui, sur tout ça. Et donc, jusqu'au bout, il va aller faire le truc, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que, alors les scènes de voiture, moi, ça m'a pas plu forcément non plus, mais disons que vraiment, il travaille ce truc-là du défaut, et là où pour moi, c'était le plus clair, c'est justement avec la deuxième histoire, où elles font cet afternoon tea. Et il y a un nombre de faux raccords absolument démentiels. Enfin, la tasse qui est plus remplie, la tasse qui est à nouveau remplie, le gâteau qui est mangé, le gâteau qui est plus mangé. Enfin, et en fait, comme il y a ce plan en zénithal qui revient systématiquement, en fait, moi, j'ai fini vraiment par le voir. Et alors, personnellement, j'ai trouvé le film très drôle.
Mais oui, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, à nouveau, hein, voilà, moi, Cate Blanchett en petite meuf coincée qui a qu'une envie, en fait, c'est que sa mère lui fasse un petit bisou sur le front. Et elle est mais toute coincée, vraiment. Pour moi, c'était très très drôle. Et ouais, il y a une espèce de sincérité de vouloir montrer que c'est aussi dans le défaut qu'on va trouver de quoi se rassurer, on va dire ça comme ça. Enfin, le défaut, c'est un équilibre en soi. Hein. Toutes ces familles, elles sont déséquilibrées. Quand les parents sont là, soit ils volent l'argent de leurs enfants, soit ils donnent pas d'amour. Et puis quand ils sont pas là, ils sont morts. Mais je trouve qu'il y a une vraie sincérité dans son cinéma et il laisse place au malaise. Mais au malaise. Et ça en devient très drôle. Mais peut-être que le défaut crée un équilibre dans son propos, mais je trouve que à l'image, pour le coup, moi, ça crée un vrai déséquilibre parce que je trouve. Mais parce que ça te met mal à l'aise. Mais c'est même pas que ça me met mal à l'aise. Je trouve ça juste. Enfin, c'était vraiment moche, quoi. Il y a vraiment des plans où et un film peut avoir un propos moche, un propos qui traite de choses vraiment dures sur la société et tout. Il n'a pas besoin d'être moche pour appuyer son propos. Quoi. Moi, je trouve que c'est une façon intéressante de le présenter. Je l'ai pas vu spécialement, mais peut-être que c'est fait exprès, le fait de justement l'esthétique assez particulière. Faut savoir qu'aussi ce film, il a quand même eu un prix, donc peut-être que c'est voulu en fait de la part du réalisateur de rendre, je dis pas de rendre une image moche parce que vous la trouvez moche, mais ouais, je sais pas, peut-être qu'il y a vraiment une intention derrière tout ça en fait. Surtout que c'est Jarmusch, il s'y connaît vachement. C'est ça. En fait, disons que en fait, on rentre dans le film. Alors, il y a des espèces d'images un peu subliminales comme ça, paf. Et puis après, on rentre dans le film et on est dans la voiture avec Adam Driver et je sais plus qui est l'actrice. La meuf de Big Bang Theory. Ça m'a fait marrer. C'est la meuf de Big Bang Theory. Mais il y a justement J'étais en train de parler. Pardon, vas-y. Pardon, je finis. Je réagis juste au chat parce que ça envoie 10 000 messages à la seconde. Il y a juste Lucas qui dit Naomi présidente. Voilà. Merci Lucas. Et il y a Hugo qui est en loge qui envoie des messages et qui dit pour une fois qu'elle aime un film. Non mais ça va, arrêtez avec cette blague en fait. Déchaînés. Non mais ok. En fait, on arrive sur ça et on a cette espèce d'image absolument immonde, d'accord, mais fait exprès, hein, de fond vert, mal fait. Enfin, ça fait vraiment vieux film, tu sais, quand ils ont découvert les fonds verts. Et ça fait vraiment mascarade. On rentre dans le théâtre. Pour moi, j'ai vraiment interprété comme ça. On rentre dans le théâtre et la mascarade. Parce que la première histoire, c'est que ça. Hein, c'est que de la mascarade. Et ça va être le jeu de qui va dire la vérité, qui va dire les non-dits ou pas. On sait pas trop. Après, je pense que l'histoire de malaise, je suis pas fort. En fait, déjà, je trouve que par contre, il y a un bon point, c'est que niveau couleur, je trouvais que ça marchait hyper bien. Par exemple, quand je pense à la scène avec Vicky Krieps, Cate Blanchett et Charlotte, je trouve qu'il y a un jeu des couleurs qui est hyper intéressant avec le pull rouge. Enfin, je trouve que moi, honnêtement, j'ai trouvé l'image très belle. Après, effectivement, l'histoire de malaise, je suis pas forcément d'accord. Ou pour moi, je pense que il y a pas forcément d'empathie envers l'histoire. Il a juste voulu raconter pour lui, qu'est-ce qui se passait dans une relation familiale. Et je pense pas qu'il y a forcément d'histoire de malaise. Je pense que c'est assez neutre. Et justement, je trouvais que justement, en fait, c'est ça qui m'a dérangé, c'est que je trouvais son point de vue trop neutre. Et ça me manquait d'un point. En fait, parce que même dans la mise en scène, tout est tellement. Je reviens encore sur la scène du salon de thé. Je trouve tout est tellement carré. Il n'y a pas forcément je trouve d'erreur en fait justement. Je trouve que justement au final en termes de mise en scène tout est trop bien fait. C'est en contraste. Et du coup c'est ça qui m'a. Pour moi je le raccroche à l'attitude de la mère pour le coup qui elle vraiment elle était comme ça. Enfin elle était ultra carrée. Tu sais t'as la scène au début où elle replace de 2 mm les gâteaux pour essayer de les remettre exactement parfaitement. Mais quand je parlais de malaise c'était vraiment moi, c'est cette histoire-là qui m'a le plus marqué. T'es vraiment avec eux et tu te sens comme eux. C'est-à-dire, merde, ils se disent rien. Qu'est-ce qu'on est censé dire à part manger? Et d'ailleurs, en fait, elle mange pas vraiment. Enfin, il y a tout ce truc-là. Pour moi, c'était là le malaise. Tu vois, c'est vraiment, on est avec elle, mais vraiment avec elle, quoi. Moi, si je peux rajouter quelque chose, j'ai vu le film en même temps que toi. De toute façon, on a vu tous les films de la semaine en même temps. Et la salle était plutôt hilar. Naomi et témoin, je n'ai pas eu ne serait-ce que l'esquisse d'un sourire quasiment. Non, j'ai pas du tout été réceptif. Je riais pour lui, c'est ok. Je comprends l'humour
Et pourtant, je n'arrivais pas à rire. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais vraiment sceptique sur le film. Genre, j'avais vraiment l'impression de voir le film, mais sur le côté. Mais je suis d'accord avec Jules. Par contre, c'est vrai que le rythme, moi, quand même si le film était intéressant techniquement, j'ai regardé souvent ma montre, quoi. Parce que le rythme était trop lent, malheureusement. T'es content que ça se finisse. Oui, au final, oui, quand même. Là, je vous rejoins dans le sens où la troisième histoire, je l'ai trouvé qu'elle tirait en longueur. Pour le coup, elle était vraiment très longue. Alors, ça nous a donné l'occasion de regarder un peu plus cette magnifique Volvo, si je puis me permettre. Parce que qu'est-ce qu'elle était belle. Magnifique cette Volvo. Magnifique. C'est quoi ce perso ? On rappelle, on aime le cinéma et les voitures dans cette émission. D'ailleurs, par contre, je suis trop content parce que je crois que le décor de la troisième histoire, c'est aussi le décor de l'appartement de Villeneuve dans Killing Eve. Et j'adore cette série. Et voilà. Raison. Et j'ai l'impression que c'est le même appartement, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, je kiffe. Est-ce qu'on peut terminer ce débat en se disant, est-ce que c'est un Lion d'Or mérité ou pas ? Moi, je peux concevoir qu'ils y ont vu quelque chose d'intéressant pour de vrai. Moi, je pense que Jules, on va être d'accord et dire que non. Oui, non, pas du tout. Non, je suis d'accord avec Jules, c'est pas mérité. Est-ce que c'est pas dû à cause de la notoriété notoriété aussi des acteurs et de c'est un mec, Jarmusch c'est un mec qui qui revient pèse, un peu. donc c'est sûr que ça joue. Donc. Bon, et écoutez, plutôt mitigé. Hein. On a parlé de famille, et on va rester sur cette lancée pour notre pause musicale en écoutant le morceau Dad, écrit et interprété par Johnny Michael, Johnny Rock et Johnny Claude, aka les Jones. Oh putain. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. From the sky, Dad, you know we will always be your first fans. Even if you're dead and your heart is not beating anymore, since this day I want to join you every day. Dad, I want you to come back. Dad, you get so you cannot. We are every dentist you'll left this world. Where you are, I'm sure it's more funny than this world. Dad, now you a star, you. Why? Because you're strong, you are strong like a star, you. I can't believe it's true. Dad, we want you to come back. So you cannot. You became a lovely rock, so we made a rock and roll. Your body don't move anymore. Getting young made us during a gangbang. We miss you, Daddy. We miss you, never miss you, Daddy. I want you to come back. So you cannot. Dad, I want you to come back. Dad, you did so you cannot. De retour dans cette partie débat avec Les Échos du passé, deuxième long métrage de la réalisatrice allemande Mascha Schilinski. Il est l'heure de voir cette fresque historique de 2h30 a séduit nos chroniqueurs autour de cette table. Bande-annonce. Wenn ich versuche, mich an diesen einen Sommer zu erinnern, dann frage ich mich immer, was Nelly wohl zuletzt gesehen hat. Und ob mir irgendetwas hätte auffallen müssen. Hey, what are you doing? Das ist Alma. Sie sieht gut wie du. Vielleicht ist ja ihr Jäschen über Jahren. Mutti weiß Sachen, an die sie sich eigentlich gar nicht erinnern dürfte, weil sie selbst nicht dabei war, als sie passiert sind. Mostly I feel blue without you.
wie lange man wohl glücklich spielen kann, ohne dass es jemand merkt. Wie war denn das? Dieses Mädchen, wo die Mutter gestorben ist. Wenn ich meinem Herzen befehle, dass es stehen bleiben soll, würde es jetzt aufhören zu schlagen? Wenn ich es wirklich, wirklich wollen würde. Jetzt. 4 jeunes filles, Alma, Erika, Angelica et Lenka, vivent à des époques différentes dans la même ferme isolée. Alors que les générations s'enchaînent, le lieu garde la mémoire des drames silencieux, des non-dits familiaux et des cicatrices du passé. Alors qu'elles parcourent leur propre présent, les traces du passé se révèlent à elles. On démarre ce débat avec Inès. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Et bah dit comme ça avec le synopsis, ça donne vraiment envie. Mais je trouve que le film n'a pas vraiment tant de points de positifs que ça, hormis le fait que, putain, qu'est-ce qu'il est beau ce film. Vraiment, j'ai adoré l'esthétique et le format, il me semble 4/3, je crois. Ouais, ça fait très carré le format. Très c'est carré. Pas un carré, mais c'est pas loin. Ouais. Du coup, c'est le gars qui est principe pas du 4/3. C'est le principe du 4/3. Ok, Tarantino, ouais. Non, je rigole, mais bon, en tout cas, le film, j'ai vraiment pas tant kiffé que ça, étant donné le fait que voilà, ça traite de sujets hyper profonds, mais de la manière dont c'est amené, on se fait vraiment chier. Et je suis désolée de dire ce terme-là, voilà, c'est un peu vulgaire. C'est ok. C'est ok. Mais en tout cas, oui, c'est très très lent. C'est un film qui dure 2h30 et t'as vachement le temps de perdre le fil. Voilà, je trouve que... Enfin, moi, j'ai pas non plus tant de choses à dire autour de ce film. Et, voilà, étant donné le fait que j'ai énormément regardé l'heure. Voilà. Ça aurait pu être amené d'une très belle manière, mais ouais, moi, j'ai pas été convaincue, en tout cas. Je me retourne vers Costa, qui, je pense, n'est pas d'accord. Alors, sur le coup, je suis mesuré, dans le sens où je suis d'accord avec elle, où je trouve qu'il y a un rythme qui est quand même assez lent, malgré la complexité de l'histoire, et c'est ça tout le drame du film. Par contre, je trouve que techniquement, c'est époustouflant. Je pense à cette scène de plan séquence là où avec les filles qui dansent, enfin qui se courent entre elles, entre le salon et la cuisine, et ça fait un rond et ça change de... Enfin, je trouve ça époustouflant techniquement. L'acting aussi est impressionnant. L'acting des enfants, la petite fille, c'est très très fort. Il y a une scène où elle reproduit une photo et en fait, c'est surtout le film, ce qui m'a happé, c'est le son. Dont le titre, d'ailleurs, pour moi, Les Échos du passé, c'est un titre naze. Sound of Falling, c'est bien plus beau. Oui. C'est bien plus beau. Et non, je trouve que c'est le son, le point fort du film. Toutes ces remontées, ces descentes et ces silences aussi. Bourdonnement aussi, en vrai, c'est une belle expérience sonore, en vrai, je suis d'accord. Ça donne beaucoup de poids au film, c'est ça le gros point. Même aussi, il y a plein d'idées hyper intéressantes. Et puis aussi, surtout, je trouve le point fort, c'est cette idée de parler de la douleur à travers la transmission familiale. Et je trouve ça tellement intéressant je trouve honnêtement que j'ai rarement vu ce genre de regard au cinéma, de parler en fait justement de la douleur à travers une famille, et qu'on suive ces 4 femmes et qu'en fait cette douleur se transmet. Et en fait, dans ma tête, j'étais en mode mais oui, en fait tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont vécu ça, en fait, on se rendait pas compte, et que, en fait, une douleur, une émotion peut être transmise à travers la famille, et que des choses peuvent se répéter, qu'il y ait une sorte de cercle vicieux. Et c'est ça, je pense que le sujet, c'est surtout le sujet qui m'a le plus intéressé, et le son. Voilà. Et bah, on va faire un cercle vicieux. On a fait pas bien, on va retourner sur pas bien avec Jules. Pas vraiment. Alors, parce que ça a beaucoup évolué. Je l'ai vu hier, et pour reprendre les mots d'Inès, il me fait chier ce film. Merci. parce qu'en fait, sur le coup, je l'ai vraiment pas aimé. J'ai senti le temps en voyant ce film, mais vraiment fortement. Parce que au début je comprenais rien, et pendant une bonne part du film j'arrivais pas à voir où le film voulait aller. À la fin j'ai commencé à comprendre certaines choses, mais j'avais pas encore tout, sincèrement. Donc voilà, moi j'étais un peu j'étais perdu, parce que en même temps j'ai été aveuglé par cette beauté de l'image, et même cette maîtrise, comme tu as pu dire, Costa, de la réalisatrice, quoi. C'est fou ce film qu'elle a fait. Mais en même temps, voilà, juste c'est ce rythme qui m'a perdu. Mais là, quand j'y repense à froid, pour le coup,
j'en ai au fond une bonne expérience parce que c'était tellement magnifique visuellement. Et quand je repense à toute cette morale, toute cette histoire qui nous est racontée, même si le rythme casse un peu l'ensemble, bah, après coup, c'est hyper marquant et fort comme sujet. Je suis d'accord avec Jules sur le fait qu'il y a un côté enquête qui, moi, m'a fait sortir du film où j'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre. C'est vraiment un puzzle où même au début, je trouve qu'on a du mal à comprendre quelle époque on est. Et du coup, c'est tellement flou que... ça, par contre, sur le coup, je trouve que c'est quand même bien amené, en fait. Ouais. Tu t'arrives à comprendre très vite dans quelle époque t'es. Par exemple, lorsque tu rentres dans les années 70-80, tu vois très vite, par exemple, dans la cuisine, des éléments hyper emblématiques, puis même le style vestimentaire. Enfin, je trouve qu'en vrai, ça va. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui se retient de parler là, qui vas-y, se Naomi. mange les doigts là. Vas-y Naomi, défends le film. Insulte-moi. Non, je vais pas t'insulter, Inès, non, pas du tout. Non, elle insulte juste les hommes. Juste les hommes. Avec un grand Z. Pas du tout, juste écrasé par terre. Qui avons rien compris. Non, mais ouais, je pense que... Ouais. En fait, moi, je suis sortie du film en me disant que j'avais vu un film absolument magistral parce que donc, la réalisatrice, elle s'inscrit vraiment dans le cinéma de la cruauté. Et jusqu'ici, c'est quand même un cinéma, à nouveau, qui était très dominé par les hommes, dont le maître en question est Haneke. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'Haneke a fait un film dont l'histoire est assez proche, en fait. Entre Hein le ruban blanc, c'est pas ça? Oui, okay. avec une famille allemande, tout ça, blabla, machin. Oui, ça cool. Et en fait, effectivement, le film te fait ressentir cette lenteur, mais mon Dieu, qu'est-ce que le film est lent. Et en fait, c'est ça qui est magnifique dans le sens où, clairement, ce film aborde la question de la malédiction, du mythe de la malédiction et du traumatisme. Et c'est le principe d'un traumatisme, c'est le fait que ça va revenir par vagues. Donc, c'est là tout le temps. Mais ça revient par vagues et t'as des phases où c'est très lent comme ça, il est toujours là, hein, vraiment. Et c'est ça qui est cruel. C'est ça, c'est pas un pansement, le traumatisme. Donc le film va pas agir comme un pansement. Tu peux pas l'arracher juste comme ça, le traumatisme. Il est là sur des générations et des générations. C'est donc comme une malédiction. Et ce truc-là où ça revient par vagues, et donc le film il t'endort un peu comme ça, où tu essayes de comprendre ce qui est en train de se passer, et puis paf, d'un coup il t'attrape comme ça, comme le traumatisme, il t'attrape comme ça, il te fait vivre un truc très violent. Moi je suis désolée, la scène où il pousse le fils du haut de la ferme pour lui casser la jambe, elle est horrible. Ouais. Et ça revient comme ça, et ça traite du traumatisme de manière absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la place des personnages. Il y a plein de moments où la caméra, elle va essayer d'être subjective et elle va vraiment tendre vers la subjectivité. Et en fait, le but, c'est pas de comprendre parce qu'on est à la place des personnages et comme elle, on ne comprend pas ce qui se passe. On le vit en même temps qu'elle. Et donc, il y a cette espèce d'impression de présent que je trouve très bien fait alors que c'est quand même un film qui mélange les temporalités. Alors, réussir à donner cette impression de présent en même temps que de ce mélange de temporalité, c'est phénoménal. Et le truc, c'est elle parle de sujets qui sont vraiment très lourds, vraiment très durs, et je trouve qu'elle le fait avec une intelligence assez incroyable, notamment sur la question de l'inceste, où là, vraiment, je trouve qu'elle va montrer les choses, mais presque jusqu'au bout, sans dépasser la ligne qui est de montrer l'acte, qui là, ça serait absolument horrible, mais elle va vraiment montrer le flou dans lequel se trouve cette pauvre fille à qui il arrive des choses horribles, mais la question de l'hypersexualité, elle est traitée, et je pense que l'une des histoires qui m'a le plus marquée dans ce film, ça reste la question de la jalousie qui est traitée à travers l'histoire de la glace à la fraise. Et sincèrement, jamais j'avais vu un film qui avait aussi bien parlé de ce que c'était d'être une fille, d'être jalouse d'une autre fille en étant adolescente, que de cette manière-là. Vraiment, ça, c'était magistral. Voilà. Bah, t'as parlé de fait que le film t'endort pour pouvoir te réveiller après en grand choc. Moi, au fait, il m'a tellement endormi que le grand choc, j'étais déjà en train de pioncer, de taper la meilleure sieste. Moi, je me suis vraiment emmerdé dans le film. Je comprends les intentions. J'ai vraiment essayé de me poser et de me dire attends, qu'est-ce qu'on veut me dire. Vraiment, j'étais perdu tout le long du film et je me suis dit non, là, il n'y a rien qui m'accroche, il n'y a rien qui me retient, je n'y arrive pas. Et vraiment, sur la fin, j'ai vraiment mis 5 minutes pendant que j'étais en train de regarder le film à essayer de choper mon téléphone dans la poche de mon blouson pour pouvoir le sortir et avoir l'heure à côté de moi pour regarder l'heure parce que j'étais en mode c'est con que ça se termine encore 1 heure. Et... Les avis sont, en tout cas sur Letterboxd, les avis sont ultra mitigés. Ouais. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Et du coup, à la fois, je suis d'accord sur certains points et à la fois, je suis d'accord sur d'autres points. C'est quand même une œuvre hyper singulière en soi. Donc oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est normal elle que tire du lot.
Elle sort du lot, pardon. En plus, il faut quand même noter, c'est son premier film. C'est son premier film, oui. C'est un premier film. Elle Je voudrais pas dire, je voudrais pas dire, mais arriver avec... Je crois qu'elle a déjà fait un... Non, c'est vraiment son premier long métrage. Elle avait fait des courts-métrages avant, et elle avait fait un pseudo-long métrage qui fait une centaine de minutes, donc 1 heure et quelques. Je reviens, moi en fait aussi, ce qui m'a le plus plu, j'accompagne un peu ce que tu as dit, c'est qu'en fait, tu vois, cette histoire de glace à la fraise, moi ce qui m'a le plus... dont j'étais le plus admiratif, c'est qu'en fait, j'ai eu l'impression de lire un livre où, quand je lis un livre, je comprends en fait les pensées les plus profondes des personnages. Et ce film m'a fait comprendre ça dans le sens où, tu vois, cette histoire de glace à la fraise, pour moi, on comprend, il y a plein de scènes où on comprend de plus en plus les pensées les plus profondes des personnages. Et ça qui m'a le plus impressionné, c'est qu'en fait, la mise en scène et même très, très bien, et même les voix off, en fait, de base, je suis pas un client des voix off, et pourtant, c'est tellement bien amené, et on va tellement au plus profond de leurs pensées, de leur de l'introspection des persos, que moi, j'avoue que c'est ça qui m'a le plus plu, c'est que j'avais cette sensation d'avoir lu un livre, pardon. Mais alors c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que dans le film il y a une vraie exploration du subconscient et de comment on va représenter le subconscient, et à nouveau ça rejoint l'histoire du traumatisme, parce que c'est ça que va faire le traumatisme, il va s'inviter dans le subconscient, il va gratter partout, il va prendre toute la place. Alors plus on avance dans le film et plus on voit les impacts, et puis les pensées, comme tu disais exactement, les pensées. Moi j'avoue que la scène où le regard de l'actrice quand elle voit que la fille change la glace pour la glace à la vanille et qu'elle est là en mode mon Dieu, tout mon monde s'écroule, je te comprends tellement, je relate la même. Et bah écoutez, avis mitigé sur ce film des échos du passé. Et bah on va terminer ces débats par une petite comédie française, à savoir Ma Frère, des réalisatrices Lise Akoka et Romane Guéret, duo qui avait déjà signé le film Les Pires en 2022. Elles reviennent cette fois-ci avec une nouvelle comédie qui a été projetée à Cannes l'année dernière. Alors est-ce que ce nouveau film est une réussite pour nos chroniqueurs? On voit ça tout de suite. Ouais, je me rame, c'est comment? Vraiment belle, hein, ça me donne envie de palper les filles. Palpe-moi, je te pète dessus. Toi aussi tu t'en vas? Ton frère, je le dépose chez les flics, foyer, famille d'accueil. Elle va rentrer, ma mère, dis pas n'importe quoi. Et là, tu sautes de loisirs, ils cherchent pas des gens? Va y avoir le séjour en colo. T'as bien vendu ta copine. Oh là là, elle t'aime. C'est pas une promenade de santé, une colo. Il y a une fille, elle veut sortir avec toi. Mon pote, ça va être grand. Je leur raconte des histoires, je leur fais rire et j'ai le permis, ça c'est le principal. Les métros, les escalators, flemme, toi tu sais Sabrina. La grammaire aussi un peu, flemme. Attends, mais genre, on va dormir là-dedans, là? Maintenant, dors, s'il te plaît, ma fille. Je suis pas ta fille, frère. Bon, vas-y. Tu préfères voyager dans le futur ou dans le passé? Dans le passé, tu peux réparer tes erreurs, tout ça. Mais c'est pas à toi de porter ce poids-là, ma poulette. Il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs, autant béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Ma très chérie, oh ma J'ai quand même minimum d'espoir pour eux. Sinon, je sais pas, moi c'est invivable. J'ai pas la force de m'expliquer, là je te le dis cash. Parfois je me dis peut-être que je peux changer un tout petit peu la vie d'un enfant. Vas-y toi-même, tu sais, des fois il y a des rencontres qui comptent. Les Français, c'est des décontractés, wesh. Alex! Shai et Djenaba, 20 ans, sont amies depuis l'enfance. Animatrices dans une colonie de vacances, elles accompagnent dans la Drôme une bande d'enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours de la place des Fêtes à Paris. À l'aube de l'âge adulte, elles devront faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié. Au casting, on a Fanta Kebe, on a Shirel Nataf, Amel Bent, Idir Azougli, Yuming Hei ou bien encore Suzanne de Baek. On commence ces débats par Costa, du coup. Ouais. D'accord, très bien. Qu'est-ce que t'as pensé de Ma Frère? Film mitigé pour moi. Alors, par contre, déjà, j'avoue, le casting des enfants est quand même très impressionnant. Oh mon Dieu, incroyable. Complètement. Et après, moi, je suis pas assez jeune pour savoir, mais je trouve quand même que ça dépeint quand même assez bien la réalité de comment parlent, comment communiquent les jeunes aujourd'hui. Toutes ces scènes d'amour, tout ça, comment ils parlent. Tu dis ça alors que t'as vu un film allemand qui reconstitué à plusieurs époques et ça t'a touché. Putain, merde. Boomer. Ouais, c'est ça. Boomer. Ok, merde, j'ai fait la vanne en public. J'ai la honte. On va te cancel. Alors vas-y Costa, dis-nous tout. Donc
les dialogues sont hyper intéressants et il y a quand même une réalité, les deux réels dépeignent très bien la réalité et c'est ça, je pense que c'est un film très rayonnant et c'est ça qui m'a le plus plu. Après, effectivement, moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est le point de vue du film. En fait, malheureusement, la protagoniste, c'est Sheryl Nataf, et je trouve que son personnage n'est pas assez convaincant, ses conflits ne sont pas assez convaincants, et la vraie protagoniste du film, c'est Fanta Kebe, tout ce conflit autour de son frère qui est maltraité par la maman. Je trouve que c'est tellement intéressant, et en fait justement, c'est que le film, pour moi, a deux points de vue, deux parties où on s'intéresse au début à la fin à Sheryl Nataf et en plein milieu, on s'intéresse à Fanta. Et en fait, pour moi, justement, il n'y a pas du fait de cette dispersion du point de vue. Et ben, au final, ça prend aucun camp. Et en fait, je trouve que c'est un film qui, malheureusement, n'ose pas assez là-dessus et n'est pas assez convaincant, en fait, sur le point de vue qu'il entreprend. Après, ça reste un duo en soi. Ouais, c'est quand même deux copines. Justement, en fait, qui sont hyper soudées. Ce duo-là, je l'ai pas ressenti. Pour moi, il n'y a pas d'équilibre, en fait. Je trouvais qu'il n'y a pas d'équilibre où. C'est pas le même vécu, c'est pas la même chose. Donc en fait, et je trouve même que ce film, elles se soutiennent entre elles, traite en fait. de ce déséquilibre, même avec ce moment où elles vont se prendre la tête, parce que il y a quand même un déséquilibre dans ce qu'elles peuvent vivre chacune de leur côté, quoi. Tout le monde se soutient en fait, bien que voilà, elles peuvent se prendre la tête, et malgré tout elles vont quand même finir par se soutenir. Et voilà, on a toutes les deux un passif et même une vie pas facile, et je pense pas qu'il faut qu'on se mette sur la gueule, même si elles ont besoin d'exploser, parce qu'en fait c'est des personnages qui endossent beaucoup. Elles doivent tout de même se soutenir, surtout que c'est des amis vraiment d'enfance, quoi. Donc, Inès, par exemple, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du film ? J'ai adoré ce film, vraiment, j'ai trop kiffé. Ça traite de sujets hyper deep, hyper profonds. Pas que du coup vis-à-vis de ce duo, mais par le biais des enfants. Je trouve que les dialogues sont trop bien écrits et même les enfants jouent un rôle. C'est hyper naturel. Je trouve que ce film il est trop bien, et je trouve également qu'il faut prendre exemple par moment sur les enfants. Ouf. J'ai adoré ce film, en plus il est super drôle, il est hyper bien jaugé, je trouve. D'un côté t'as des parties hyper profondes où chaque enfant va se livrer ou pas, et et de l'autre côté c'est hyper drôle. Je me tourne vers Jules, qui lui avait déjà vu le film précédent des réalisatrices. Moi, alors je retiens jamais leur nom, c'est triste, mais pour le coup, je suis de plus en plus amoureux de leur cinéma, parce que c'est Lisa Coca et Roman Guéret. C'est ça. Voilà. Et j'avais déjà adoré le premier film, qui était aussi un peu dans cet aspect-là où tu avais des enfants. Acteur qui était fantastique. Il y avait notamment Mallory Vaniak dans le film. Qui a été, je crois, c'est un de ses premiers gros rôles. Donc j'espère que ce film va lancer aussi des jeunes acteurs, parce que pour le coup, ça avait été une révélation et ça se comprenait. Les pires, pareil aussi, ça parlait des cités, de ces enfants, de ces jeunes de cité. Et non, moi, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que il fait vraiment du bien, tout en traitant de sujets quand même assez durs. Mais toute cette innocence des enfants, cet humour qu'il y a avec la colo, ces moments vraiment de pure joie qui vont être partagés, ils sont partagés aussi avec ces moments plus cachés, de ces personnages qui subissent des tensions, des problèmes personnels, et j'ai trouvé que c'était un beau dosage entre du coup ces moments plus légers et d'autres moments où vraiment ce duo, du coup, moi, que j'ai trouvé vraiment super, se prennent la tête, puis se réconcilient. Et en fait, elles se retrouvent face à une situation anormale, parce que elles sont ensemble en train de travailler avec plein d'enfants, et elles vont devoir faire face ensemble en même temps à des problèmes très différents, quoi. Je trouve que c'était vraiment magnifique. Je trouve qu'on arrive d'autant plus à aimer le film parce que en tant qu'adulte, on arrive à se référer à la fois dans le camp des enfants et à la fois dans le camp adulte.
C'est-à-dire, il y a quand même des situations que tout le monde va vivre au moins une fois. Ça, c'est les premières colos. Bon, j'en ai pas vraiment faites, moi, dans ma vie, mais les premiers copains que tu fais... Aller voir les gens tout nus à la plage. Ouais. Alors, on n'a pas eu les mêmes vacances. C'est quoi l'expression qu'ils disent là sur un story Insta, là, je sais plus quoi, là BDH. Voilà. T'es vraiment un boomer, hein. Vraiment, c'est quel âge? Je t'emmerde. Moi, je ne connaissais pas du tout BDH. J'ai 21 ans et... Ah ouais? Non, je ne connaissais pas, mais je suis un boomer, voilà. Et ça, c'est pas nouveau, ça, mais ouais. Juste des gens Allez, sensés, merci en beaucoup. fait. Non, mais voilà, on est juste des gens qui ont été bien éduqués. En tout cas, oui, voilà, voir des gens tout nus. Mais en soi, c'est vrai. Euh, En soi, c'est vrai, quand t'es gamin et que tu vois des gens nus, t'as vraiment une réaction en mode dégueulasse et non, mais tout. toutes ces séquences des enfants qui découvrent ou qui font face à des situations, c'est excellent. C'est quoi ce qu'elle dit? L'une des enfants dit oui, les Français, ils sont décomplexés ou je sais pas quoi. Elle est tellement drôle, cette fille, vraiment. Je me retourne vers celle qui a vu le film avec moi et avec qui on a explosé de rire parce que ça fait du bien. Naomi, qu'est-ce que t'as pensé de Ma Frère? D'où Jésus. D'où Jésus. D'où Jésus, que ce film était bien. On s'est tapé à délire sur le D'où Jésus. Mais non, mais tellement drôle. s'il vous plaît, le gosse qui regarde fait D'où Jésus. Mais beaucoup trop drôle. Non, ce film est un vent de fraîcheur, un bijou. Et alors, faut quand même comprendre que, Maxime et moi, on l'a vu comme 1 heure après Les Lumières de New York. Et alors, je vous parle pas d'à quel point ce film est d'une tristesse profonde. Pour vous faire une comparaison, Les Lumières de New York, c'est un peu l'histoire de Suleyman. Mais pire. En bien pire et bien plus triste. Plus, voilà, donc vous avez le niveau. Hein. Et après, on voit ça fait du bien. Tu viens de rattraper le... Bon, bref. Ouais, et c'est vraiment un film qui est rafraîchissant. Il est vraiment drôle, c'est pas une blague, j'ai beaucoup ri. Ouais. Et j'aimerais vraiment remercier la réalisatrice d'avoir montré les enfants comme ils sont vraiment. Les réalisatrices. Les réalisatrices d'avoir montré les enfants comme ils sont vraiment, parce qu'on a beaucoup trop de films qui présentent des enfants comme des êtres, mais sans cervelle, qui sont juste là à faire « gna gna gna, je suis mignon », c'est tout. Alors que c'est pas vrai, un enfant c'est pas ça, un enfant c'est intelligent, c'est certes un être qui découvre le monde, mais c'est justement pour ça que c'est des êtres intelligents, et c'est vraiment dynamique, ils s'envoient des boîtes, et puis juste chaque enfant est tellement bien écrit que chaque enfant a une personnalité vraiment encore une fois, on réaliste. se réfère vachement, parce qu'on a tous connu une fille, par exemple je pense à la petite fille qui donne des ordres, tu vois, à l'autre, viens voir. Ah waouh, ouais. Moi j'étais l'autre du coup. C'est juste hyper raciste pour moi. Il y a Véro Laurent dans le chat qui a demandé si le film s'appelait Ma Frère par rapport à l'homosexualité ou pas. Non, pas du tout, c'est juste qu'en fait c'est plus une expression. C'est une expression, c'est un jeu de mots, c'est parce que Ma Frère, voilà. Mais même, je trouve juste, par rapport aux enfants, il y a aussi ce dynamisme du fait que c'est une colo, ça marche super bien, ils ont trop bien exploité cet aspect-là. C'est eux les leaders, on va dire, un peu du film, les stars un peu du film. Par contre, vas-y. J'allais dire RPZ Guillaume. Ouais, voilà. J'allais le dire aussi. On a tous un peu un Guillaume en nous. On a tous un peu un Guillaume. Guillaume, c'est l'enfant. C'est celui qui n'a pas de parents et qui est tout triste, tout chiant. C'est le taré. C'est pas vrai. C'est non, mais c'est le sang de la veine. C'était tellement toi. C'était toi, Guillaume, je le sais. C'est tellement le sang de la veine. Tu fais du validisme là. Mais c'est toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est pas handicapé. Oui, non, pas du tout. Je raconte que de la merde. Je trouvais juste. Ça dérive là. Je trouvais juste que par contre le film m'a énormément fait penser à Nos Jours Heureux. Pas du tout les mêmes thématiques, quoique il y a quand même certaines thématiques qui en découlent, mais par contre grosse référence également à un petit truc en plus. Bien sûr, évidemment. Je pense que ils sont allés un peu sur une valeur sûre, dans le sens où le film il a tout pété, et donc voilà, on a sauté sur l'occasion de faire un film. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de liens entre les deux. Alors non, pas vraiment, mais surtout l'idée de colo, l'idée on se démerde dans la galère. Moi je vois pas plus sur le côté scénaristique, aussi, mais je vois vraiment plus sur le côté de une volonté vraiment de mettre un coup de balai à tout ce qui a été fait dans les comédies françaises de manière générale, et de vraiment ajouter une nouvelle vague qui soit vraiment beaucoup plus fraîche, beaucoup plus inclusive. Alors Nos Jours Heureux aussi. Oui, voilà. Alors c'est un nouveau Nos Jours Heureux. Nos Jours Heureux, on était encore un petit peu dans l'héritage post-années 90-2000 des comédies françaises, là où vraiment avec un petit truc en plus, on commence à avoir des comédies françaises qui vraiment, on le sent, cette nouvelle vague de réalisateurs. Après, est-ce que pour l'époque, c'était pas aussi un coup de fraîcheur, Nos Jours Heureux, je pense, parce qu'il est hyper emblématique pour nous, en fait.
Voilà quoi. Bah, en fait, pour moi, cette espèce de renouveau, c'est comme si on quittait la tradition du théâtre de boulevard dans laquelle s'enfonçait la comédie française depuis super longtemps. Alors, il y a des trucs, ça marche très bien, hein, mais ça fait quand même des années qu'on le voit. Voilà. Alors que là, on est sur une espèce de réalisme ou naturalisme comique qui va vraiment chercher la sincérité, et c'est pour ça que le rire fonctionne. Et je trouve ça magnifique. Et je crois que c'est ce que tu avais dit, c'est-à-dire que pour moi, c'est un héritage. C'est un héritage d'un petit truc en plus, bien sûr. Moi, je suis d'accord, mais je reste quand même plus nuancé parce que, on a quand même cette tradition de comédie de boulevard qui est hyper ancrée en France. Et les plus gros succès, ça reste quand même bien sur ça. On a ces films un peu plus naturalistes, plus proches de nous et tout. C'est vrai que dans la structure, on garde quand même des piliers. Voilà. Ouais, mais je trouve qu'on s'en écarte, c'est ça que je suis en train de dire. Bah, je trouve moi, tout le temps on cherche autre chose. Il y a quand même une même structure en fait qui est apparente. Mais voilà, peut-être dans les thématiques justement, on essaie de, comme vous dites, renouveler les choses, mais je trouve qu'il y a tout de même les mêmes structures qui font rire. Pour que ça soit une valeur sûre et pour que ce film il ait une bonne visibilité. Mais en tout cas, oui, t'allais dire quelque chose. Pardon, aussi, moi, un truc aussi qui m'a dérangé, enfin du coup, donc c'est aussi la mise en scène. Je trouve que dans la mise en scène, on n'en respire pas beaucoup. Ah ouais, en fait, je trouve que ce temps-ci, je vois de plus en plus de films avec une mise en scène naturaliste, un peu documentaire à l'épaule, où on suit les personnages, et il y a un peu de ça dans ce film-là. Et malheureusement, en fait, c'est toujours des cadres qui sont cadres épaules. Et en fait, c'est ça aussi, moi, qui m'a dérangé, c'est que, en fait... c'est une mise en scène qui, certes, du coup, s'efface pour laisser place au dialogue, tout ça. Mais en fait, justement, c'est ça, en fait, qui me dérange, c'est que c'est pas parce qu'on va dire que l'histoire est intéressante que, du coup, tu vas mettre de côté la mise en scène. Et moi, c'est ça aussi qui m'a dérangé, c'est que j'aurais aimé que de cette rayonnance, de cette fraîcheur dans le dialogue, que aussi dans la mise en scène, on innove plus, on prend un peu plus d'air. Alors après, contexte, c'est vraiment une colonie de vacances, donc en fait ils passent 8 jours je crois là-bas, donc avec des enfants tout va vite en fait, je trouve que c'est bien montré l'idée de colonie de vacances, surtout quand t'es gamin, ça passe comme un coup de vent d'ailleurs justement. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'on est à peu près tous unanimes pour dire que allez voir Ma Frère. Ah oui, carrément. C'est un excellent film. Surtout pour la scène de grenouille. Voilà, moi, moi j'aurais aussi cité la scène dans le musée de la Shoah parce que j'avoue que la rupture dans un musée de la Shoah, je spoil pas, mais juste une rupture dans un musée de la Shoah, c'est peut-être l'une des meilleures choses possibles. Et puis ils ont quand même posé la meilleure question du film. Bien sûr. Est-ce que Hitler mangeait du porc? Voilà. La question. J'avais oublié ça. Putain, pardon, juste, excuse-moi, désolé. Amel Bent. Tu es insupportable. Désolé, Amel Bent a fait 3 blagues dans le film. Ces 3 blagues sont pas marrantes. Et il y a un cut juste après, comme si le film disait c'est pas marrant, mais on fait un cut juste après. Je sais pas, ça m'a fait mourir de rire. On n'a pas parlé, mais Amel Bent, banger quand même. Ouais. Son rôle, bien sûr, Amel Bent incroyable. Elle était incroyable. Maman, mais tous les acteurs étaient fantastiques dans le film, oui, que ce soit les enfants ou les adultes. Mais on passe à la suite, s'il vous plaît. Du coup, voilà, on espère que vous allez voir ce film et on espère surtout, je sais pas, qu'il peut y avoir une suite. Genre, on appelle ça, je sais pas, Mon Sœur. Ou alors, Pardon, j'ai rigolé. On part sur une trilogie. On part de paquet de cigarettes. Mais virez celui-là. On part sur une trilogie, sinon, et on appelle ça. Ça va, Costa? Costa est en train de mourir à cause de son truc. Quel con. Mais virez-le. Quel con. Ça va couper ta blague, c'est parfait. Ouais, mais de fou. En plus, j'avais une super vanne. J'allais dire, sinon, on part sur une trilogie, on appelle ça Ma Père. Mais genre, il y en a pas 2. Voilà, par exemple, Ma Père, il y en a pas 2, tu vois. Ou alors Ma Père comme. Non, allez, voilà. Jingle top alors. Hein. On commence avec le top 1 de chaque chroniqueur. Naomi. Ma frère. Jules. Ma frère. Inès. Mon sœur. Ok, d'accord. tu m'as perturbé de fou. Et Costa. Sound of Falling. Voilà, toi t'es différent. Non, je voudrais le mettre à égalité aussi, mais j'ai pas le droit. Mais t'as pas le droit. Pour moi, c'est Ma Frère également. Nous avons au top 3 cette semaine Father, Mother, Sister, Brother. Nous avons en deuxième Les Échos du passé. Et en premier, Ma Frère. Incontestablement, c'est le meilleur film. Est-ce que vous avez vu d'autres films cette semaine? Je crois que non, à part juste nous deux. Du coup, nous, on a vu les lumières de New York et on s'attendait absolument pas à ce qu'on allait voir. Et je suis désolée, c'est d'une tristesse
immense et jamais le film n'essaie de te donner une once d'espoir. Il continue à t'écraser. Il prend le couteau, il le remet dans la plaie, il fait des petits dessins sur ton dos là comme ça. Est-ce que vous l'avez vu le même jour que Sound of Falling ? Non, mais le même jour que ma sœur. Que ma père. Ça Et juste pour contextualiser un peu, c'est l'histoire de Suleiman, mais avec un immigré asiatique qui arrive. Il est chinois plus précisément, qui arrive du coup aux États-Unis et qui essaie de s'implanter aux États-Unis. Voilà. Mais c'est évidemment d'une énorme tristesse. Voilà. Avant d'entamer le quiz de ce soir, faisons un dernier petit débat autour de notre carte blanche de la semaine. Et heureusement qu'on n'a pas de glace, parce que sinon on aurait renommé ça en carte d'or. C'est comme la marque. Carte. Bon, allez, la carte blanche. Est-ce qu'appeler une carte blanche, c'est pas raciste envers les personnes de couleur ? Non mais monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est une indignité. Enfin, comment osez-vous proférer ce genre de mots en salle publique ? Ok, Pascal Pro. Avec la sortie de Father, Mother, Sister, Brother, décomposé en 3 histoires distinctes, on va tenter de s'interroger sur la place des films triptyques au cinéma, qu'on a pu le voir également dans Kinds of Kindness de Lorgos Lanthimos, il y a 2 ans du coup. Ce qui nous amène à notre question pour ce soir. Est-il judicieux de considérer le film à sketch comme un long métrage à part entière ? Est-ce qu'il y en a un ou une qui souhaite commencer ? Ou parler d'un film qu'il a vu, un film triptyque ? Moi, je trouve que ça peut être une forme vraiment filmique hyper intéressante si c'est pensé pour construire quelque chose autour. Il y a des réalisateurs qui l'ont utilisé, enfin j'en ai parlé tout à l'heure, mais Jim Jarmusch, c'est pas son premier essai, son dernier film là. Moi j'avais vu Mystery Train qui a comme seul lien, tout se passe dans c'est à Memphis, aux États-Unis, et le seul lien entre les différentes histoires, c'est un hôtel pendant une nuit. Mais en fait, chaque histoire est différente, les personnages ne se croisent pas, donc il y a cet aspect film à sketch qui marche très bien. Parce que voilà, il y a ces liens qui sont très bien construits, très bien pensés. Et même en deuxième film auquel j'avais pensé, complètement différent, mais c'est l'année dernière j'avais pu voir From Ground Zero, qui est un rassemblement de plein de courts-métrages palestiniens qui ont été faits après les événements du 7 septembre. Et donc là... Octobre, non ? C'est le 7 octobre, oui. Oui, 7 octobre, oui. Et donc là, on est sur quelque chose de politique. Et du coup, c'est aussi une forme très intéressante parce que ça permet d'avoir un impact considérable pour pouvoir être diffusé en salle plutôt que d'être dispersé en plein de petits courts-métrages. Donc c'est une forme filmique qui peut vraiment avoir un impact et un intérêt, que ce soit artistique ou politique. Est-ce qu'il y en a par exemple en film triptyque, il y a par exemple Tokyo qui a été fait par Michel Gondry et Bong Joon-ho. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu éventuellement ? Non mais elle est incroyable. Costa, qu'est-ce que toi tu peux dire sur les films triptyques ? Alors moi j'avais vu le film de Kelly Richards qui s'appelle je crois Three Women ou Five, je sais plus combien de women il y avait dans ce film. C'est Certain Women. Ah pardon, ouais. C'est super. Bon, tu vois, non mais en fait moi je suis d'accord avec Jules, c'est que pour moi, c'est une autre forme de raconter une histoire, mais qui vaut autant que raconter en fait une seule histoire. C'est juste que pour moi, c'est là par exemple quand on revient à Father, Mother, Sister, Brother. Là encore, pour moi, je pense qu'il faut si tu prends ce risque de parler de 3 histoires, il faut quand même y aller à fond, en quelque sorte. Ouais, c'est périlleux, quoi. C'est périlleux, et je pense qu'en fait, si tu vas à demi-mesure avec l'exploitation de cette idée-là, je pense que du coup, tu te plantes totalement. Et pour moi, il n'y a aucun problème à faire. C'est OK, comme disent des jeunes, je crois, de dire ça. Et donc pour moi, c'est totalement OK de parler de 3 histoires. Je pense que c'est hyper intéressant comme manière de raconter. Tu parlais par exemple des petits courts-métrages sur la Palestine à ce moment-là. Même aussi, je crois qu'il y avait un film avec plein de petits courts-métrages, par exemple aussi pour le 11 septembre de la chute des 2 tours. Et là encore aussi, je trouvais ça hyper intéressant en fait d'avoir une sorte de compilation de plein de témoignages en fait différents. Et j'ai l'impression en fait que aussi parfois il y a des choses qui sont tellement importantes, majeures et liées à tout le monde, qu'en fait au final on a besoin d'avoir plusieurs points de vue
parce qu'un seul point de vue en fait ne suffit pas à parler d'une histoire. Donc par exemple le 11 septembre ou le 7 octobre, et je suis totalement ok avec ça. Alors je parle de film triptyque, mais c'est film à sketch surtout. C'est film à sketch. Par exemple, Inès, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'on peut considérer vraiment un film à sketch comme un long métrage à part entière quand c'est morcelé Alors, à part entière, pour moi, c'est trop. Genre, je sais pas. Je pense pas que c'est vraiment à part entière. En vrai, j'ai pas tellement d'arguments là-dessus, étant donné le fait que j'en ai pas vraiment beaucoup vu dans ma vie. Je pense à un film, mais l'un des pires films que j'ai vu toute ma vie, que j'ai fait découvrir à Jules. Je suis assez fière, c'est PLS. Ouais, regardez pas ça. N'allez jamais voir ça. Ça parle des difformités. Ouais, c'est sur Netflix. C'est un film espagnol qui parle de différentes. Comment tu résumerais ça en fait ? De personnes qui ont des différences physiques, difformités physiques, mais totalement fantastique, c'est-à-dire que t'as une personne qui a un anus à la place de la bouche. Ah oui, d'accord. Des trucs dans le genre, mais... Monsieur Flap. Ouais, voilà, c'est ça, Monsieur Flap. En mode... Monsieur Flap, attention, bah oui, bien sûr. Film à part entière, du coup, en vrai, j'ai pas tellement d'arguments, je suis désolée. J'apporte tellement rien à cette question. Mais il n'y a pas de souci parce que vraiment. Moi, je suis dans le même cas, au fait. Déjà, je manque cruellement de culture cinéma de manière générale. Déjà, pareil. Mais... Je pense aussi encore au film avec Fabrice Eboué, Encore heureux, non Heureux gagnant, bien sûr. Heureux gagnant, bien sûr, qui est aussi un film, un film à sketch complètement. Moi, je pense que c'est des films, mais on peut très vite oublier différentes histoires. Donc en fait, c'est des films qui peuvent être très oubliables. Ça peut être inégal, ouais. Alors, pour le coup, très inégaux, ouais. Pour le coup, Heureux gagnant, moi, j'avais vraiment apprécié mon visionnage. Ah oui. Je sais que le film était plutôt mitigé. Les gens il y a cette idée que toutes les histoires se valent pas pour autant. Bien sûr. On reste plus marqué par certaines. C'est le risque avec ça, c'est qu'il y en a certaines, on était à peu près d'accord sur le fait que dans Father, Mother, Sister, Brother, il y en a certaines qui nous ont plus marqué que d'autres et que d'autres nous ont laissé un peu plus sur le côté. Naomi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors en fait le problème c'est que je crois que j'ai pas la bonne définition de film à sketch. Je pensais aussi quelque chose d'autre au début. Je partais sur moi je pensais que c'était Artus qui était filmé dans son one man show pendant une heure. Allez-y, vous en pensez quoi les gars ? Non mais voilà, pour être honnête je suis pas sûre de comprendre ce que c'est censé être un film à sketch parce que moi on me dit sketch, je suis là en mode haha hihi, on va rigoler. Oui. Mais en fait non pas vraiment, donc est-ce que je suis même pas sûre d'en avoir vu tant que ça, mais je sais que systématiquement je trouve ça hyper périlleux, dans le sens où oui, alors ça t'offre une liberté parce que, comme vous l'avez dit, ok, cette histoire elle m'a pas plu, c'est pas grave, il y en aura peut-être une après qui va me plaire, mais est-ce qu'on peut du coup, oui, par moment tu peux aussi enlever quelques histoires et juste en garder une pour en faire un film. C'est-à-dire que c'est hyper engageant, ça demande un engagement de la part du spectateur de se dire bon bah d'accord, je vais regarder une histoire où clairement tout va pas être 100% développé ou pas comme si c'était un seul long métrage avec une seule histoire, mais certains ont pu me marquer. Alors là j'essaie de retrouver leur titre, pardon. Et puis après aussi d'un autre côté je trouve que je pense que de plus en plus on va tendre vers ce genre de film à plusieurs récits par exemple parce qu'au final on vient de plus en plus vers des formats séries et en fait au final ça reprend un peu ce format série avec plusieurs fragments de récits et je pense que naturellement peut-être que les gens vont naturellement de plus en plus aller vers ce genre de concept de... Après ça peut être aussi après ça peut être aussi très intriguant ce genre de film parce que tu te demandes comment cette histoire va continuer, etc. Ouais, c'est des films qui peuvent être à part entière sur ce point de vue-là parce que ça permet vraiment d'avoir une focalisation de la part du spectateur sur tout le long. Mais j'ai retrouvé 2 titres de films à sketch que j'ai vus, un pour représenter quand ça marche bien et un pour représenter quand ça marche pas. Le spectacle de Gad Elmaleh. Ouais, super. Et de Norman. Non, les municipaux, je suis allée tous les faire. Non, Soy Cuba par exemple, ça fonctionne très bien. C'est quand même un monument. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie des films entre guillemets un peu niche, mais c'est un monument en termes de films à sketch. Et là, pour le coup, ça marche vraiment bien. Alors, à nouveau, faut s'accrocher. Ça reste des histoires un peu compliquées. C'est vrai que c'est bizarre d'associer sketch à ce genre de film. Oui, vraiment, parce que, bref, ça parle de, c'est très triste, Soy Cuba. Mais moi, je sais que Gondry, il aime bien ça. Les films à sketch. Et est-ce que ça rentre dans le terme de film à sketch Maya, donne-moi un titre je sais pas. Personne n'a vu Maya, donne-moi un titre. Non, je l'ai pas vu malheureusement. Il y a aussi Babel, non Babel avec Brad Pitt. Moi c'est pas vraiment ça, je crois. Ok. Mais donc, Maya, donne-moi un titre, c'est non. Ok, parce que sinon c'était pas très bien. Moi, je regarde pour finir Jules et Inès et je leur dis que avec la construction un peu bordélique, j'aurais tendance à dire que finalement de Claude Lelouch pourrait être considéré comme un film à sketch tellement le montage est catastrophique. Mais oui.
Je me permets d'intervenir. Oui. Je suis d'accord avec toi sur finalement. En tout cas, ça pose la question de la limite entre film à sketch et film choral. Oui. Pour moi, Babel, Oui. c'est un film choral. C'est pas D'accord. un film à sketch. Un film Mais à c'est sketch, hyper poreux, c'est des courts-métrages en fait qui se succèdent un petit peu. Et donc, Maya, donne-moi un titre. Mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je pourrais pas t'aider là-dessus, mais je pense que elle est là la distinction en tout cas entre ces deux termes. Après, C'est hyper poreux en fait. Ouais. Bah, c'est l'exemple que tu donnais, Jules, sur l'hôtel. T'es dans un film choral. Tu pourrais considérer que c'est un film choral, mais en même temps, c'est un film à sketch. Mais en fait, je pense que le film choral, juste pour finir sur ça, il y a un fil pour tous les personnages qui se relient dans la narration, alors que le film à sketch, finalement, ça peut, même si ça peut parler d'une même thématique, c'est pas ensemble. C'est pas ensemble, voilà. Ok. Ouais. Mais je dirais même, au final, pour moi, un film à sketch, c'est même pas un genre ou quoi que ce soit, c'est un outil en fait, vraiment qu'un cinéaste peut utiliser ou même que plusieurs cinéastes, parce que la plupart du temps, c'est ça. D'ailleurs, moi, je voulais parler vite, juste l'évoquer comme ça, parce que je trouve que c'est hyper intéressant si on veut approcher le film à sketch. C'est le film, il s'appelle Chacun son cinéma ou ce petit coup de cœur quand la lumière s'éteint et que le film commence. Et en fait, c'est sorti c'est sorti en 2007, mais genre c'est pas tous, mais énormément de cinéastes qui ont gagné la Palme d'Or, qui ont fait chacun un court-métrage pour parler de leur amour du cinéma. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est le pur film à chorale de plein de cinéastes primés à Cannes. Voilà, si on veut approcher le. Mais je pense que en fait le film à sketch souffre un peu du film à chorale dans le sens où en fait tu te rends compte que c'est un film choral seulement à la fin. Oh putain, il a... Mon Dieu, quelle horreur. Il y a Simon qui vient de faire un 6-7 à la caméra, quelle horreur. Je vais le taper après l'émission. Eh ben écoutez, sur ce, on va terminer cette carte blanche. Allez Costa, vraiment, faut partir là. C'est un signe. Costa, je t'explique, c'est soit tu termines ta carte blanche, soit tu fais pas ton quiz. Ok, c'est bon, j'ai compris. Désolé Costa. Écoutez, les débats ont tellement été forts de café, on aurait dû appeler ça carte noire, genre par rapport à la marque de café. T'as coupé Costa pour dire ça. Ouais, totalement. Bref, c'est l'heure du quiz présenté et préparé par Costa. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Ne fais plus jamais ça, par pitié, ne fais plus jamais ça. Pourquoi ça, on a juste dû le laisser dans son bidon. Eh bien, c'est le début du quiz. J'avais en face de moi deux belles équipes. Je commence par l'équipe soutenue en chef d'équipe par Inès et Maxime. C'est bien parce que ça dit belles équipes, t'as commencé par nous. Oui, est-ce que tu as un mot de soutien à dire à Maxime ? Non. Allez, c'est super. Allez, nice. Je passe à l'équipe de Naomi et Jules. Naomi, tu es la chef d'équipe. Est-ce que tu as un mot à dire à Jules ? Je suis sincèrement désolée. C'est encore génial. Parfait. Oh, les équipes qui ont confiance en eux, quoi. Alors, on va commencer par cette première question. C'est dans le titre. Donc, devinez le titre du quiz, qui est un jeu de mots entre le mot quiz et le titre de l'un des 3 films dont on a parlé ce soir. Alors, nous, on l'a. Vas-y. Et c'est quiz. Ok, super. Alors, j'aime bien. Quiz, ça va être alors, il y aurait facile. ma quiz, les équiz du passé. Mais Costa n'aurait pas l'intelligence de faire. Les échos du quiz. Non, j'aurais pas du l'habilité quiz. d'avoir un truc aussi fade. Allez, nice. Les échos du quiz. Les échos du quiz ou les quiz du passé. Les quiz du passé, c'est pas mal ça. Les quiz du passé. Alors, sombre merde, tu t'es tellement raté parce que c'était. Alors, malheureusement, c'était Father, Mother, Sister, Brother quiz. Quoi ? Mais non, attends, tu veux pas nous donner un demi-point. Non. Attends, c'est un contrôle. C'est mes règles. C'est mes règles. Non mais tu as pris la pilule bleue Costa ce soir Est-ce qu'on peut donner un demi-point ou pas en régie ? Non. Ok, c'est ciao. Non. Allez, donc ciao. C'est question 2, une sensation de déjà vu. Dans quel film peut-on entendre cette musique ? C'est un film d'un des réals cité. Deadman ? C'est ce que je voulais dire, ouais. Mais c'est sûr, c'est un jarmouche, je pense. Ghost Dog ? Non.
Ah, c'est le film de zombies là qu'il a fait, non? De zombies? Il a fait un film de zombies, non? De vampire. C'est quoi ce titre du film? Non, c'est pas Dracula un truc. Non, ça s'appelle pas Dracula, mais Non. mais comment il C'est s'appelle? Only Fun. Pardon. Only Lovers? Only Lovers can left alive. Putain, ils ont Non, dit mais tout. non, mais il a Non, tout il dit. a dit. Non, on donne Ouais, le c'est point à Jules, on donne le point à Jules. Exactement. Le pire, c'est que tu sais quoi? Je l'avais cité dans les films que Jim Jarmusch avait fait tout à l'heure, je suis vraiment nul. Un point pour Naomi et Jules. Hop là. Question numéro 3, en or ou en bois. Je vais vous donner des affirmations, sont-elles vraies en or ou fausses en bois? La scène du témoignage de la grand-mère déportée juive dans Ma Frère est totalement fake. Mais c'est en bois. Alors moi je dirais qu'elle est en bois et que c'est vrai. Attends, en fait, j'ai même pas compris. Parce que du coup il dit est totalement fake. La scène de la est totalement grand-mère fake. déportée Donc moi je juive dis dans le que film. c'est en bois et Quand qu'elle tu est dis vraie. fake, c'est-à-dire que c'est pas une Ouais, c'est vraie, ça. c'est pas une vraie déportée. Ouais, en gros, c'est ça. Oui. Donc, non, moi, c'est en moi je bois. dis que c'est une vraie déportée. Je Oui, pense que bah c'est une pareil, vraie donc déportée. en bois. Donc pour moi c'est en Bah, bois. disons que si c'était en or, ça serait un peu déplacé. On va dire en bois. En bois, ouais. C'était effectivement en bois. C'est, en fait, en gros, son père a vraiment été déporté. Par contre, le récit qu'elle raconte, c'est le récit Écrit. de la grande tante de Lise, Ah. qui de la réale, donc pour faire une sorte d'hommage en fait à sa grande tante. Voilà. D'accord. Donc, alors 2-1 pour Naomi et Jules. Ensuite, Jim Jarmusch a commencé à écrire Father, Mother, Sister, Brother après avoir eu le désir de réaliser une histoire dans laquelle Tom Waits interpréterait le père de d'Adam Driver. Pardon. Bah, pourquoi pas. Moi je dirais Ok. en bois. Ouais, je dirais aussi Ambroise. 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 En bois. Alors on dit Ambroise du côté droit. Ambroise. Et Nous en or, on va tenter. En or, ouais. c'était en or effectivement. Il a vraiment Bien pensé joué. à ça et ça On c'est est fou. pourris, hein. 3-1 pour Naomi et Jules. S'il a pensé à ça, c'est pour ça que son film est nul. Mais Oh, qu'est-ce que tu putain. racontes? Alors, les actrices principales du film Ma Frère ont dû passer en urgence leur BAFA avant de commencer le tournage. Ah, ça serait très drôle ça. Je pense pas, c'est un Mais tournage. non, c'est tellement encadré que. Ouais, mais si elle a un coup de cœur, tu vois. Je dirais en bois. Non, je dirais en bois. En fait. On dit Ouais, en on va bois. dire en bois. En bois. En bois de votre côté. que- Et Moi, je dirais en or. en or. C'est quoi en je or te fais confiance alors Ok, Inès. C'était en bois. Allez, Putain, vas-y, vous voilà. faites plus jamais confiance. Par contre, Inès, effectivement, par pitié, arrête. les actrices ont travaillé dans une véritable colonie de vacances en tant qu'animatrices stagiaires où elles étaient accompagnées par les deux réalisatrices ainsi que leurs co-scénaristes. Donc on a 4-1 pour Naomi Super. et Jules. On est content. Qui a prononcé la citation suivante? Je ne me considère pas comme créateur d'atmosphère magique. Jim Jarmusch. Bien joué pour l'interview pour Father, Mother, Sister, Brother. Voilà, tout simple, C'était effectivement. vraiment ça? Eh bien, Merci oui. Maxime. Allez, bravo Ok. Maxime. Ah putain, donc du coup là on est à Magnifique. 4-2. Alors excusez-moi, je suis Il a mis très mauvais. 5. Non, pas du tout. Non, non. Attends, tu es fou quoi? T'as rien Oh, vu. je suis Allez, fada. c'est super. Alors, quiz spécial, la famille au cinéma. Dans quel film sur la famille peut-on entendre cette scène? On dirait Shining, vraiment. Enfin, Perfect, perfect. You're the world champion growler. C'est Little Miss Sunshine. Oh, bien vu. putain. Et là, il y en a deux qui sont dégoûtés en face. C'est la fameuse scène où le papy rassure sa petite fille Olive dans Little Miss Oui. Sunshine avant le Jules, concours. il a le seum parce que c'est Oh vraiment là un de là. ses films Moi aussi, favoris. c'est- Tu moi vas aussi, pas hein. vouloir à Inès. Il y a juste moi Elle qui aime l'ai trop pas ce vu. film. C'est mon putain de film favori et je suis tellement fier Moi que vous l'avez eu aussi. direct. Waouh. Ah, je Bien joué, vous aime Inès. profondément. J'avais tapé en fait, non, je suis trop content. Ah bah, super. Question numéro 6. Je vais faire ça. Pardon, non, je vais pas prendre ça, je suis désolé. Une réplique, un film. Dans quel film peut-on entendre cette réplique? De toute façon, votre père n'a aucune chance de se faire élire, et pourquoi les gens ne voteraient pas pour un sourd? Ils ont bien voté pour un con. La famille Belly. Bien joué, c'est Oh. réponse Wow. interprétée par Karine Viard. Nous bien avons joué. Je l'avais, donc mais je peux pas le titre. 5-3 pour Naomi et Jules. Quel film au sujet de la famille a reçu ses critiques négatives sur Allociné? Des têtes de mort en dessin animé destinées à des enfants encore jeunes et Coco. innocents. Putain, Putain, le mais mec ouais, est hyper réactif. Mais vraiment. C'est impressionnant. Nous Putain, bien avons joué. 6-3 pour Naomi et Jules. Allez. Qui c'est celui-là? Donc qui est ce personnage? Riley Sinclair. Riley Riley Sinclair. C'est Vice versa. Non. Ah. Riley Sinclair. C'est un personnage qui est interprété par Bill Murray. Mais dans quel film? C'est ça que je veux savoir. Le pire voisin. Non, madame. je sais pas. Dans un SOS fantôme, mais non. Non, Non, c'est dans un film de Jarmusch. non, c'est Non. un film. La famille.
C'est un film. Thundermatch. La famille Thunderman. Non, c'est pas Thunderman. De qui? De Wes Anderson. Bien joué, c'est la famille Tenenbaum. Tenenbaum, exactement. Donc nous avons alors 7-3 pour Naomi et Jules. Vous nous faites remonter à 6 comme ça on fait 6. Non, mais putain, mais faut arrêter. Question numéro 9, le jeu des synonymes. J'ai remplacé tous les mots d'un titre de film sur la famille par des synonymes et vous devez retrouver le titre original. Alors, excursion au soleil levant. Nos jours heureux, enfin je sais pas. Pas du tout, mais attends, mais je suis à l'ouest. Excursion sur nos. Quoi? Excursion au soleil levant. Voyage au bout de la terre. Non. Voyage à Tokyo. Il l'a dit avant. Il avait dit voyage. De Yasujiro Ozu, réalisé en 1953. Alors, 7-4. Et enfin, c'est ciao Trump. C'est ciao Trump. The Apprentice. Au revoir président, j'en sais rien. Maman, j'ai raté l'avion. Non. Ouais, j'allais dire pareil, mais. C'est ciao Trump. Au revoir président. Un film allemand. Goodbye Lénine. Oui, bien joué. Ça c'est fort ça. Par contre, t'as comparé Trump à Lénine. Vraiment. Un peu compliqué comme. Comme ça, il a pas compris la politique. T'aurais dû dire Staline, je sais pas, genre Lénine, Staline. Ouais, mais je trouvais ça marrant. Bon, bref, allez. Et je suis fan de cinéma, hein, pas de politique. Ah, bah ça se voit, ça se voit. Donc 7-5 pour Naomi et Jules. Attention. Bientôt 6-7. Ouais, 6-7. Non. Par musique. Du quiz spécial, dans quel film peut-on entendre cette musique? Tony en famille? Non. Rémi sans famille? Non. Un film très beau sur la famille. Ça aide de ouf. Jusque-là, oui. Voilà. Ouais. Un film. The Tree of Life. Réalisé en. Pardon, tu viens de dire quoi? Elle a dit The Tree of Life. Oh là là. Et Simon, la prochaine fois que tu triches, je vais te niquer. Ok, bien joué, bonne réponse. 6-7. 7-6 pour Naomi et Jules. J'ai passé un truc, j'ai pas compris là. Bah 6-7, c'est tout. Ah putain. J'ai tapé sur la table. Attention, casting, je vais vous citer 3 membres du casting d'un film de famille à chaque tour. La première équipe qui a toujours la réponse gagne. Voilà. Bon bref, attention. Karel Stwicken, Dan Hedaya, Jimmy Workman. Ok. Maman, j'ai raté l'avion? Non. Judith Malina, Christina Ricci, Elizabeth Wilson. Aucune idée. Et enfin, Christopher Lloyd, Raoul Julia et Angelica Houston. Ah, il y a Christopher Lloyd. C'est un film. Ça, alors, il y a eu une série dessus avec Jenna Ortega. Ah, la famille Adams. Il l'a dit en premier, Maxime. Ah. My bad. Non. Non, mais je sais pas. C'est moi. Attention, voilà. c'est. Oh voilà. Nous avons 8-6 pour l'équipe de Naomi et Jules. 8-6. Non, ça marche pas. 8-6 par contre, oui, ça marche. 8-6 par contre, hors de fou. Ouais, c'est tellement. Question 12. Disney Plus pour la famille. Souvent, sur les plateformes de streaming, il y a toujours une colonne film pour la famille. Je vais vous donc proposer 4 films. Il faudra me dire lequel de ces films ne fait pas partie de cette catégorie film pour la famille sur Disney Plus. Ok. Alors attention, Titeuf le film, Shrek, Cruella et Avatar 1. Alors ça doit très clairement se jouer entre alors attention, allez, je veux une réponse Avatar. Vite. Donc j'aurais tendance à dire Titeuf. J'aurais tendance à dire Titeuf le film. J'aurais tendance à dire que Cruella n'est pas un film pour la famille. C'est un Disney. Hein. Ouais, mais quand même. Parce que Avatar, à mon avis, sera plus familial. Allez, s'il vous plaît, Cruella. Donc Cruella de ce côté et Titeuf. Perdu, c'était Shrek qui n'est pas dans le film pour la famille. Putain, t'étais. Mais pour moi, Titeuf, ça se prêtait plus à la censure Disney. Déjà, pourquoi un film DreamWorks est dans la catégorie Disney plus? Ah oui, déjà. Pardon, excusez-nous. Pourquoi? Nom de Dieu. C'est pas juste. Alors, donc personne, donc là du coup je suis à 8-6, je viens d'effacer un point que je me suis trompé, pardon. Et enfin, on passe au duel time, la famille au cinéma. Donc Naomi et Jules, vous êtes pour l'instant les gagnants. Vous choisissez le thème, c'est le C ou c'est le M? Il n'y a pas c'est le S. Et non, c'est le C ou c'est le M. Ouais, je vais dire c'est le M parce qu'il y a un c'est M le dans C, mon prénom. c'est le community manager. Ok, c'est parti, donc c'est le M. Alors, c'est le M, la famille Montmirail. Oh, waouh. En 1993, le film culte Les Visiteurs sort et met en vedette cette belle famille de tarés, la famille Montmirail. J'adore Les Visiteurs. Elle a une famille assez riche et je vous demande donc, parmi les propositions, quel prénom ne fait pas partie de la famille Montmirail? Attention, on a Philippine de Montmirail, Béatrice de Montmirail, Martha de Montmirail, Gonzague de Montmirail. Alors, c'est quoi la réponse? Gonzague, t'aurais jamais pensé à Gonzague.
Waouh, sympa ce mépris. Non, mais non, c'est vraiment personne ne pense à Gonzague à part des gens qui écrivent des prénoms comme ça. Attends, t'as Philippine, Martha, Béatrice et Gonzague. Je veux dire Philippine. Ok, Philippine. Et alors, donc, l'équipe de Inès, vous avez donc, c'est le C, la famille Coppola. Alors, Francis Ford Coppola a toujours mis au centre de son travail sa famille. Le parrain en est le parfait exemple car beaucoup de membres de sa famille y sont impliqués. Parmi les propositions, quel membre de sa famille n'est pas impliqué dans le film Le Parrain? Attention, on a Carmine Coppola, la mère de Francis, Roman Coppola, le fils de Francis, Auguste Coppola, le frère de Francis, et Talia Rose Coppola, la sœur de Francis, qui n'est pas impliquée dans la production du film. Est-ce que tu peux répéter? Pardon. Il y a... Costa. Carmine, c'est le père de Francis. Et c'est top, je me suis trompé. Hop là. Donc Carmine Coppola, Roman Coppola, Auguste Coppola ou Talia Rose Coppola. Est-ce que tu peux répéter juste qui sont les... Alors, oui, Carmine est donc le père, de Francis Coppola. Roman Coppola est donc le fils de Francis. Auguste est le frère de Francis. Talia Rose est la sœur de Francis. On a traqué, il n'a pas mis Attention. Au pif. Attends, une dernière fois. Non mais dis pas les prénoms, dis juste les membres de la famille. Le père, le fils, le frère, la sœur. Je dirais le père. Le père, donc Ouais. tu penses que le père n'est pas impliqué dedans, très bien. Il était peut-être mort. Alors Oui, on passe peut-être. à Naomi. Naomi, tu as dit que c'était acheter Philippine. du lait. Alors donc, déjà je n'ai pas Gonzague. Hein. Oui. Donc Gonzague est un membre de la famille de Montmirail. Martha est un membre de la famille de Montmirail. Oui. Non, pardon, excusez-moi. Mais si. Béatrice est un membre, Philippine est bien un membre de la famille, donc c'était Martha qui n'était pas un membre. Le faux espoir. Le faux espoir, donc c'est moins 3 points. C'est dégueulasse. Tu devrait devrais me mettre 3 J'espère que points. c'était ça. Vous êtes à 5. Je Excusez-moi. repense à l'interview de Philippe Rouillet qui parlait de Coppola et du parrain et donc je sais pas. Et alors, donc. Pour ça. Donc, alors, toi tu as dit pour le père, Talia Rose a joué Connie Corleone dans le film. Ça, ouais. Roman Coppola a été figurant dans le film. Carmine Coppola a fait la musique et est apparu à l'écran du film. Et Auguste, le frère, n'a pas participé à donc là aussi, moins 3 points. Donc au final, c'est l'équipe de Naomi et Jules qui gagne. Donc, alors, tac, 6. Donc 5-3. Voilà, félicitations à vous. Ouais. Et excusez-moi pour cette erreur. Merci beaucoup. On mérite. Et bah merci Costa pour ce quiz, on passe désormais aux recommandations de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Je remets mon casque. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table, Naomi, c'est quoi ta recommandation? Très vite s'il te plaît. Alors, je vous recommande la série animée d'horreur Salad Finger de David First, pionnier lui aussi de l'horreur et de l'étrange sur Internet. Plongez dans ce monde désert et dérangeant et suivez le personnage principal à l'apparence tout aussi étrange, dont l'obsession la plus grande est d'atteindre la sensation de delight en touchant des objets rouillés dont la texture l'intrigue. La série ne met pas en scène que cela et développe une vision intéressante du traumatisme, mais trigger warning, ce n'est pas fait pour tout le monde. Si vous êtes avide du malaise que provoque l'horreur et la bizarrerie, Salad Fingers est fait pour vous. Il aime beaucoup les cuirs. Jules, ta recommandation? Ouais, ma recommandation, c'est le DLC de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, qui est sorti il y a quelques années maintenant, après que le film se soit repenti avec plein de mises à jour et qu'il est devenu potable. Et du coup, ce DLC, il est venu mettre tout le monde d'accord sur le fait que Cyberpunk 2077 est un jeu grandiose et voilà, c'est une plongée folle dans dans un échiquier politique immense et c'est un énorme kiff en termes de jeux vidéo que je conseille à tout le monde avec une fin folle. Inès, ta recommandation? Et comment ne pas j'arrive plus à parler, c'est fou. En tout cas, ma reco, c'est un monument dans l'histoire de la série, c'est Twin Peaks, qui est sorti le 8 janvier sur Arte. Je sais, potentiellement, on a dû en parler au moins 300 fois depuis que The Cinema Show existe, mais en tout cas, allez voir cette série. Si vous voulez commencer par regarder du Lynch et Mark Frost, entre parenthèses, allez voir cette série parce que c'est incroyable. Ça parle du meurtre de Laura Palmer et qui a bien tué cette jeune fille. Et peut-être que Costa aura la réponse avec sa reco.
Eh bien non, mais j'ai un super truc, c'est l'album Extase de Ino Casablanca. Si vous aimez Théodora avec ce style assumé artistique qui prend plein de mélanges, et bah en fait Ino Casablanca il prend aussi plein de styles artistiques. Il a une DA très très forte, son clip sont impressionnants. Ses musiques prennent autant de la techno, des musiques haïtiennes, de la musique orientale, et c'est un vrai plaisir à écouter. Alors je vous invite à savourer cet album. Et pour ma part, ma recommandation, c'est une recommandation alors qui paraît très simple, mais pour plusieurs manières, c'est Disney+. Alors, pour 3 raisons. 1, il y a eu un changement de tarif il n'y a pas longtemps. Si vous avez pris l'offre à 2€ l'année dernière, faites attention, ils vous feront payer plus cher si vous font faire renouveler votre abonnement automatiquement. Donc pensez à vous désinscrire et à vous réinscrire avec le bon tarif pour éviter de payer plus cher. Deuxièmement... C'était une blague ? Non, c'est pas une blague, c'est pour de vrai. Deuxièmement, The Walking Dead n'est plus sur Netflix et dispo sur Disney+. Et foncez parce qu'il y a de très fortes probabilités que tous les spin-offs de The Walking Dead soient aussi sur Disney+. Et troisième, il y a la saison 37 des Simpsons qui est sortie cette semaine. Donc, allez la voir, bordel de merde. Merci du conseil. L'émission touche à sa fin. Un grand merci à Naomi, Jules, Inès et Costa d'avoir été avec moi autour de la table. Merci également à Yanis d'avoir été au son et à Simon d'avoir été à la vidéo. Si l'émission vous a plu, vous pouvez la retrouver en rediffusion sur YouTube ou bien en podcast sur Deezer et Spotify. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok pour suivre l'actualité de l'émission et avoir du contenu supplémentaire. La semaine prochaine, c'est Hugo qui sera aux commandes de l'émission avec 3 nouveaux films au programme. On aura l'affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé, on aura Palestine 36 d'Anne-Marie Jassir et on aura 28 ans plus tard de Nia D'Acosta. On se quitte sur une musique provenant de la bande originale du meilleur film de l'année 2025. Et oui, je vais pas vous lâcher avec Sirat. Même en 2026 d'ailleurs, on en profite. En parlant de 2026, je crois que je l'ai pas encore dit, mais bonne année à tous. Voilà. Bonne année. Et je réponds à ce que Hugo a balancé dans le chat au tout début. Bon aîné, voilà. Oh là là. Évidemment. J'ai fait pas mal de vannes, vous m'avez laissé pas mal de bides. Je suis pas prêt de tenir ma bonne résolution de l'année qui est d'être drôle. The Cinema Show, c'est tous les mercredis de 19h à 20h30 sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant.